l'aube de l'Empire, des royaumes à la couronne. Imaginez ceci, une terre divisée par les montagnes et la foi, où des routes poussiéreuses relient des villes parlant la même langue mais se faisant peu confiance. Nous sommes à la fin du XVe siècle et la péninsule ibérique est un patchwork de royaumes. Castille au centre, Aragon près de la mer, la petite Navarre au nord et Grenade, le dernier bastion musulman, au sud. Tout le monde se bat contre quelqu'un, tout le monde cherche le pouvoir, et personne ne sait encore que ce petit coin d'Europe est sur le point de donner naissance à un empire qui changera le monde entier. Maintenant, imaginez deux personnes, une jeune femme et un jeune homme, dont le mariage ferait ce que des siècles de guerre n'avaient jamais pu accomplir. Unir l'Espagne. Isabelle de Castille, intelligente, dévote et déterminée à ne pas être un pion dans le jeu de quiconque. Ferdinand d'Aragon, ambitieux, calculateur et à sa mesure. Quand ils se marient en 1469, ce n'est pas juste une union royale. C'est un tremblement de terre politique. Ensemble, ils deviennent les rois catholiques. Et avec leur couronne unie, un nouveau rêve commence à prendre forme. Mais soyons clairs, ce n'était pas un conte de fées. L'Espagne ne devient pas du jour au lendemain un grand royaume heureux. Les vieilles rivalités ne disparaissent pas. Elles changent simplement de forme. La Castille et l'Aragon gardent leurs propres lois, leurs propres impôts, leurs propres coutumes. L'unité est fragile, plus comme deux maisons voisines partageant un mur qu'une seule forteresse. Pourtant, sous Ferdinand et Isabelle, ce mur commence à se renforcer brique par brique. Et il y a une chose sur laquelle ils étaient parfaitement d'accord. L'idée de la foi comme ciment du pouvoir. La religion n'était pas qu'une croyance, c'était un outil. La Reconquista, cet effort séculaire pour reprendre l'Ibérie aux mains des musulmans, touchait à sa fin. Pendant 800 ans, royaumes chrétiens et musulmans s'étaient affrontés pour la terre. Maintenant, avec Grenade comme dernier émirat musulman, Ferdinand et Isabelle voient taire leur chance de mettre fin à tout cela pour de bon. En 1492, oui, cette année-là, leurs armées encerclent ce Grenade. Après des mois de siège, le dernier sultan, Boabdil, rend la ville. Et tout à coup, la domination musulmane en Espagne prend fin. Les rois catholiques ont enfin accompli ce que des générations avant eux ne pouvaient que rêver. L'Espagne est reconquise. Les croix remplacent les croissants, les mosquées deviennent des cathédrales, et les souverains déclarent leur siège la victoire non seulement pour leur royaume, mais pour le christianisme lui-même. Mais il y a quelque chose de fascinant ici. Tandis que les épées s'entrechoquent encore dans les rues de Grenade, une autre histoire se déroule discrètement, une histoire qui emmènera l'Espagne bien au-delà de ses frontières. Un marin génois nommé Christophe Colomb attend une audience avec la reine. Son idée semble ridicule à la plupart, naviguer vers l'ouest pour atteindre l'est. Les Portugais avaient déjà maîtrisé la route autour de l'Afrique, mais Colomb voulait essayer autre chose. Il avait besoin d'argent, de navires et de la bénédiction royale, et seule Isabelle fut assez audacieuse pour l'écouter. Isabelle n'était pas naïve. Elle hésite pendant des années avant d'accepter. Mais lorsqu'elle dit enfin oui, elle ne finance pas seulement le rêve d'un marin. Elle parie sur le destin. Réfléchissez-y. La signature d'une reine sur un simple parchemin, et la carte du monde ne serait plus jamais la même. Ainsi, lorsque Colomb met les voiles cette même année, 1492 encore, la couronne espagnole venait de finir une guerre et, sans le savoir, de commencer un nouveau chapitre de l'histoire. Cette année devient la charnière des siècles, la fin du Moyen-Âge, l'aube de l'Empire. Et quel empire ce serait? En quelques décennies, explorateurs, soldats et prêtres espagnols traversent les océans, plantant croix et drapeaux sur des terres qu'ils ne comprenaient pas encore. Mais à ce moment précis, personne en Espagne ne savait ce qui allait arriver. Pour Ferdinand et Isabelle, il s'agissait d'ordre, de foi et d'héritage. Garder leur royaume fort, leur peuple obéissant, et s'assurer que l'Espagne se tienne fièrement parmi les grandes puissances d'Europe. Ils réorganisent le gouvernement, renforcent l'autorité royale et mettent en place des conseils répondant uniquement à eux. Ils créent quelque chose de nouveau, une monarchie personnelle et centralisée. La loyauté n'est plus envers les seigneurs locaux, mais envers la couronne elle-même. C'est le début de ce que l'on appellerait aujourd'hui nation. L'Espagne, pour la première fois, n'est plus juste un nom sur une carte, c'est une identité. Mais il y a aussi un côté sombre. Pour maintenir cette unité, Ferdinand et Isabelle ont recours au contrôle et à la peur. L'Inquisition espagnole,
Oui, celle-là commence sous leur règne. Elle devait éradiquer l'hérésie, mais devient vite un outil pour imposer la conformité. Juifs et musulmans vivant en Espagne depuis des siècles sont forcés de se convertir ou de partir. Des milliers fuient. Ceux qui restent font souvent face à la suspicion, à l'arrestation, ou pire. C'est l'une des nombreuses contradictions de l'Empire espagnol, un royaume guidé par la foi et l'ambition, mais souvent aveugle au prix de ces deux forces. Pourtant, aux yeux du monde extérieur, l'Espagne semblait invincible. Une nouvelle puissance émerge en Europe, riche d'esprit, guidée par la foi, et bientôt, très bientôt, débordante d'or. Les fondations de l'Empire étaient posées. La couronne qui unissait des royaumes allait bientôt revendiquer des continents, et c'est étrange à penser, tout a commencé avec deux personnes, deux souverains dont le partenariat, pour le meilleur ou pour le pire, a créé les conditions de siècles de conquête, de découverte et de domination. Ferdinand et Isabelle n'ont pas seulement uni l'Espagne, ils ont allumé l'étincelle qui embrasera la moitié du monde. L'aube de l'Empire était arrivée, et le soleil pour la couronne espagnole ne faisait que commencer à se lever. L'Empire Inca, écrasé, le pari impitoyable de Pizarro. Imagine une terre qui touche le ciel, des montagnes si hautes qu'elles volent ton souffle, des vallées traversées par des rivières d'argent, et des routes s'étirant sur des milliers de kilomètres à travers les Andes. C'était le monde des Incas, une civilisation si organisée, si avancée, qu'elle semblait presque irréelle aux yeux des étrangers. Des cités de pierre comme Cusco et Machu Picchu s'accrochaient aux falaises, construites à la perfection sans un seul mortier. Des messagers parcouraient l'Empire avec des cordelettes nouées, appelées quipus, à la place des mots écrits, transmettant des messages plus vite que n'importe quel courrier européen. Ils n'avaient ni fer ni roue, et pourtant, leur empire fonctionnait mieux que la plupart de ceux d'Europe. Et dans ce monde, arriva Francisco Pizarro, un homme qui sentait l'opportunité comme un loup sans le sang. Il n'était pas noble, à peine instruit. Il avait grandi pauvre, gardant les cochons en Espagne. Mais les histoires de Cortés et du Mexique étaient parvenues jusqu'à lui. L'or, la gloire, la bénédiction du roi. Pizarro voulait la même chose, peut-être encore plus. Alors, dans les années 15-20, il tourna son regard vers le sud, vers des terres dont les marins parlaient à voix basse, riches, mystérieuses et dirigées par un roi puissant. Ses premières tentatives furent des désastres. Les navires sombrèrent, des hommes moururent de faim et de maladie. Ses financiers l'abandonnèrent, mais Pizarro refusa d'abandonner. Il retourna en Espagne, se présenta devant le roi et demanda la permission royale de conquérir le Pérou. La couronne, voyant en lui un nouveau Cortés, accepta. Quand il repartit à travers l'Atlantique, il ne poursuivait pas seulement l'or, il portait un droit de conquête. Quand il arriva enfin, le monde inca saignait déjà. Une guerre civile féroce venait de se terminer. Deux frères, Atahualpa et Huáscar, s'étaient affrontés pour le trône après la mort de leur père. Atahualpa avait gagné, mais cette victoire avait affaibli l'Empire. Les armées étaient épuisées, le peuple divisé. Et c'est à ce moment précis que Pizarro apparut, parfaitement synchronisé, parfaitement impitoyable. À Cajamarca, une petite ville andine, Pizarro et ses hommes rencontrèrent Atahualpa face à face. Imagine la scène, des milliers de soldats incas alignés en rangs colorés, les tambours résonnant dans les montagnes. Les Espagnols, à peine quelques centaines, attendèrent cachés dans la place centrale, derrière des murs de pierre, leurs canons prêts, leurs chevaux piaffant d'impatience. Atahualpa arriva porté sur un trône d'or, calme et sûr de lui. Il n'avait jamais vu d'homme pareil, à la peau claire, barbu, couvert de métal, chevauchant des bêtes plus grandes que tout ce qu'il connaissait. Il les trouva étranges, pas menaçants. Puis vint le moment qui changea tout. Un moine espagnol s'avança, brandissant une Bible, et demanda à Atahualpa d'accepter la foi chrétienne et l'autorité du roi d'Espagne. Atahualpa, confus et offensé, jeta le livre au sol. Le moine cria alors « Attaquez !» Ce qui suivit fut un massacre. Les canons grondèrent, les chevaux chargèrent, l'air se remplit de fumée et de cris. Les soldats incas, sans armes, pris au dépourvu, tombèrent par milliers. À la nuit tombée, la place était couverte de corps, et Atahualpa était prisonnier. Pizarro n'en croyait pas sa chance. Avec seulement quelques centaines d'hommes, il venait de capturer un empereur qui régnait sur des millions. Atahualpa tenta de sauver son peuple à la seule manière possible, avec de l'or. Il promit de remplir une pièce entière du précieux métal et 2 autres d'argent, jusqu'au plafond. Les Espagnols acceptèrent.
Pendant des mois, des trésors affluèrent de tout l'Empire. Statues, bijoux, coupes cérémonielles, fondus ensuite en lingots. Et quand la rançon fut enfin payée, Pizarro trahit sa parole. Il accusa Atahualpa de rébellion, d'idolâtrie et de meurtre. Un faux procès, un verdict décidé d'avance. L'empereur qui avait régné sur les montagnes fut étranglé avec un garrot. Certains disent que la nuit de sa mort. La terre elle-même trembla. Avec la disparition d'Atahualpa, l'empire inca s'effondra comme une tour sans fondation. Pizarro entra à Cusco et la déclara propriété de la couronne d'Espagne. Des églises s'élevèrent là où les temples avaient été détruits. L'or et l'argent se déversèrent dans les navires espagnols, si bien que l'Europe entière peinait à croire qu'une seule terre pouvait produire tant de richesses. Mais comme toujours, la conquête engendra le chaos. Les Espagnols se retournèrent les uns contre les autres, la cupidité les dévorant de l'intérieur. Les anciens alliés devinrent ennemis. Pizarro lui-même connut une fin violente, assassiné par ses propres compatriotes dans une querelle pour le butin. L'empire qu'il avait volé finit par le détruire. Quant au peuple qu'il avait conquis, les Incas, ils ne disparurent pas. Ils s'adaptèrent, cachèrent leurs traditions derrière les saints catholiques et les mots espagnols. Même si les nouveaux maîtres s'appropriaient leurs terres, le cœur andin continua de battre. Les chants, les langues, la fierté, tout cela survécut, transmis en secret de génération en génération. Avec le recul, il est difficile de dire ce qui choque le plus, le courage ou la cruauté. Le pari de Pizarro fut aussi audacieux qu'impitoyable. Il joua avec le destin et gagna, mais le prix fut inhumain. Un monde bâti sur des siècles de sagesse et d'harmonie fut brisé pour l'éclat de l'or. Et le plus ironique, c'est que la plupart de cet or ne resta même pas en Espagne. Il repartit aussitôt, dépensé dans des guerres, des dettes, des vanités. L'Empire s'enrichit pour un temps, mais la richesse volée aux Andes laissa un vide qu'aucune fortune ne put combler. Pourtant, en un seul acte brutal, un homme capturant un souverain, l'Empire espagnol prouva son pouvoir terrifiant. Le message était clair. Aucun royaume n'était trop lointain, aucun roi trop fort, aucune civilisation trop grande. L'âge des conquistadors venait de connaître son triomphe le plus sombre. Et des ruines du monde inca, la couronne d'Espagne façonna un nouveau joyau de son empire sanglant, éclatant, glorieux et bâti sur des os brisés. L'Église et l'épée, la foi dans le nouveau monde. Ils ne sont pas venus seulement pour l'or. C'est ce que beaucoup croient. Des navires traversant l'océan, des hommes en armure, des drapeaux aux armoiries royales, des poches pleines de cupidité. Mais derrière l'acier et les mousquets, il y avait autre chose, une mission. Une conviction qu'il ne faisait pas que conquérir des terres, mais qu'il façonnait des vies. Lorsque l'Empire espagnol s'étendit vers les Amériques, deux puissances traversèrent l'océan ensemble, l'épée et la croix. Impossible de les séparer. L'une prenait les terres, l'autre prenait les âmes. L'une réclamait le trône, l'autre l'autorité spirituelle. Et ensemble, elles bâtirent quelque chose qui allait transformer des continents entiers. Pour les conquistadors, la foi était bien plus qu'un symbole. C'était une justification. Chaque village incendié, chaque empire conquis, tout était fait au nom du christianisme. Ils appelaient cela un devoir, une mission pour apporter leur religion aux païens. L'Église leur offrait sa bénédiction, la couronne, ses bannières. Et ainsi, des Caraïbes jusqu'aux Andes, des prêtres marchaient aux côtés des soldats, brandissant des croix pendant que les mousquets fumaient dans l'air. La première chose qu'ils construisaient sur une nouvelle terre n'était pas toujours un fort. Parfois, c'était une église, un lieu où la croix pouvait s'élever au-dessus des ruines des anciens temples. On peut encore le voir aujourd'hui, au Mexique, au Pérou, dans chaque vieille ville espagnole. Sous les sols des cathédrales reposent les pierres des sanctuaires d'autrefois. Mais c'est là que les choses se compliquent. L'Église ne fut pas seulement un instrument de conquête. Pour certains, elle devint une voix de conscience. Il y eut des prêtres, comme Bartholomé de Las Casas, qui virent ce qui se passait et ne purent rester silencieux. Il vit les massacres, l'esclavage, les conversions forcées, et il écrivit à ce sujet avec la colère du juste. Il déclara « Ceci n'est pas l'œuvre du christianisme, c'est de la cruauté. » C'était une chose dangereuse à dire. S'opposer à l'Empire n'était pas facile, surtout quand cet empire se croyait vertueux. Mais ces mots se répandirent, en Espagne, puis à travers l'Europe. Ils semèrent de doute dans l'esprit de ceux qui n'avaient entendu que des récits de gloire. Une question naquit.
Un pays peut-il vraiment être vertueux s'il règne par la peur? Pourtant, la machine impériale continua de tourner. Les missionnaires suivirent les soldats toujours plus loin dans les jungles et les montagnes. Ils fondèrent des missions, de petites communautés où les peuples autochtones étaient enseignés à vivre selon la vie chrétienne. On les baptisait, on leur donnait de nouveaux noms, on leur apprenait l'espagnol, on les faisait travailler la terre. Pour beaucoup, cela signifiait la sécurité, un refuge contre la violence des conquistadors. Mais pour d'autres, c'était l'effacement lent de leur monde. Imagine être un prêtre inca ou un ancien aztèque, voyant tes croyances déclarées interdites, tes temples détruits, ta langue réduite au silence, la foi de tes ancêtres, autrefois sacrée, désormais bannie. Et pourtant, certains ne l'abandonnèrent pas complètement. Ils trouvèrent des moyens de la préserver. Ils dissimulèrent leurs traditions anciennes derrière les nouveaux rites. Ils pratiquèrent en secret, mêlant l'ancien et le nouveau, jusqu'à ce qu'ils ne fassent au plus qu'un. C'est ainsi que naquit le christianisme latino-américain, ni tout à fait espagnol, ni tout à fait autochtone, mais quelque chose entre les deux, un mélange étrange et puissant. Même aujourd'hui, si tu entres dans une petite église de village au Pérou ou au Mexique, tu le verras. Des bougies pour la Vierge Marie à côté de fleurs dédiées à la terre et à la nature. Une croix entourée de rubans, des offrandes de maïs et de cacao. Deux mondes qui se murmurent encore après 500 ans. En Espagne, l'Église s'enrichit grâce au Nouveau Monde. L'or du Pérou, l'argent du Mexique, une grande partie servit à ériger des cathédrales, à peindre des chefs-d'œuvre, à bâtir des monastères, à remplir les mains des évêques soutenant l'Empire. La religion était devenue commerce, l'Empire, autorité. Les rois régnaient sous la couronne. L'Église se tenait à leur côté. Mais sous toute cette gloire, des fissures apparaissaient. Même en Espagne, tout le monde n'était pas d'accord. Certains voyaient l'hypocrisie, des prêtres prêchant l'humilité tout en portant de l'or. D'autres craignaient que le pouvoir de l'Église ne devienne trop grand, trop terrestre. La même foi qui avait autrefois uni l'Espagne commença à la diviser. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, la foi qu'ils avaient apportée prenait racine d'une manière inattendue. Les convertis autochtones commencèrent à diriger les prières, à prêcher, à adapter l'Évangile à leur propre compréhension. Ce n'était pas une rébellion, pas encore. C'était une forme de survie, mais peu à peu, cela devint autre chose, une appropriation. La foi apportée par les conquérants devint peu à peu celle des conquis, et un jour, elle serait utilisée pour défier l'Empire lui-même. Pour l'instant, pourtant, l'alliance tenait bon. L'Église baptisait les conquêtes, la couronne protégeait l'Église. Ensemble, elle régnait sur les âmes et les corps de millions d'êtres humains. L'Empire espagnol devint non seulement une puissance politique, mais aussi une puissance spirituelle, un royaume terrestre et céleste à la fois. Mais l'histoire, elle, se souvient des deux visages, des prêtres qui brûlaient les idoles et de ceux qui défendaient les peuples, des moines qui construisaient des écoles et des hôpitaux et des soldats qui rasèrent des villes dans le même souffle. La croix et l'épée, toutes deux brillantes, toutes deux tachées. Au final, la foi donna à l'Empire quelque chose que la richesse seule ne pouvait offrir, la légitimité. Elle transforma la conquête en vocation, la cupidité en ordre. Mais elle laissa aussi derrière elle un héritage de contradictions, de beauté et de douleur, de dévotion et de domination, étroitement mêlés. Et dans le Nouveau Monde, cet héritage ne mourut jamais. Il survécut dans la musique, les prières, les visages des saints, à moitié espagnols, à moitié indigènes, profondément humains. Voilà le pouvoir de la foi, non seulement conquérir, mais transformer tout ce qu'elle touche. Império dos mares, a armada espanhola e a supremacia naval. Feche os olhos e imagine o oceano ao amanhecer, um espelho cinzento e infinito se estendendo até o horizonte. Agora imagine-o coberto de navios, centenas deles, as velas cheias de vento, os canhões reluzindo, bandeiras vermelhas e douradas tremulando no ar salgado do mar. Essa era a armada espanhola, o orgulho de um império global, o símbolo flutuante do poder e da ambição da Espanha. Por mais de um século, a Espanha dominou os mares. Nenhuma nação na terra podia igualar seu alcance. Das minas de prata de Potosí aos portos de Sevilha, das Filipinas ao México, os galeões espanhóis moviam-se como veias de riqueza pelo corpo do império. O oceano não era uma barreira, era uma ponte, transportando ouro, prata, soldados e fé através do mundo.
Mas por trás de todo o império marítimo há competição e medo. No final do século XVI, a Espanha tinha inimigos por toda a parte. A França, o Império Otomano e, acima de todos, a Inglaterra. Sob o reinado da Rainha Elizabeth, os ingleses eram ousados, inquietos e determinados a desafiar o poder espanhol. Seus corsários, homens como Francis Drake, eram piratas com permissão real. Atacavam navios espanhóis, roubavam prata, incendiavam portos e voltavam para casa como heróis. Para o rei Filipe II da Espanha, aquilo era uma afronta imperdoável. A Inglaterra não apenas o havia desafiado politicamente, como também rompido com o catolicismo e abraçado o protestantismo. Filipe via como seu dever trazer a Inglaterra de volta à verdadeira fé e punir a rainha que ousara desafiá-lo. Então ele construiu uma armada, La Armada Invencible, a Armada Invencível. Mais de 130 navios, com quase 30 mil homens. Era a maior frota que a Europa já havia visto. Seu objetivo? Cruzar o Canal da Mancha, unir-se às tropas espanholas na Holanda, invadir a Inglaterra e pôr fim ao reinado de Elizabeth de uma vez por todas. No papel, o plano parecia perfeito. Mas o mar, o verdadeiro soberano dos impérios, não segue planos humanos. No verão de 1588, a armada partiu. Os ingleses observavam das falésias enquanto o horizonte se escurecia com as velas. O medo se espalhou pelas vilas e cidades. A invasão da Inglaterra havia começado. Mas a marinha inglesa estava pronta e lutava de outro modo. Seus navios eram menores, mais rápidos, mais ágeis. Em vez de combates pesados e diretos, atacavam à distância, disparavam rápido e desapareciam na neblina. Os navios espanhóis, grandiosos e majestosos, mas pesados, lutavam para acompanhar. O canal se tornou um balé de vento e fogo, balas de canhão assobiando, velas em chamas, homens gritando enquanto as ondas engoliam os mortos. Então veio a noite que selou o destino da armada. Enquanto os espanhóis ancoravam em Calais para se reagrupar, os ingleses lançaram navios incendiários, fire ships, flutuando silenciosamente em direção à frota ancorada. O pânico tomou conta. Capitães cortaram âncoras, navios colidiram, o caos se espalhou como o fogo. Quando o sol nasceu, a formação antes perfeita estava em ruínas. Os espanhóis tentaram fugir para o norte, contornando a Escócia e a Irlanda, mas as tempestades os perseguiram como fantasmas. As ondas destruíam mastros, os ventos arrebentavam cascos nas rochas. Das 130 embarcações que deixaram a Espanha, pouco mais da metade retornou. Milhares de marinheiros morreram afogados ou de fome. Quando Filipe soube da notícia, teria dito: enviei a armada contra homens, não contra os ventos e os mares. As palavras carregavam tanto orgulho quanto tristeza. A Espanha continuava poderosa, mas o mito da invencibilidade fora quebrado. Ainda assim, a derrota não acabou com o Império. Por décadas, seus navios continuaram dominando o Atlântico e o Pacífico. As frotas do Tesouro ainda navegavam, protegidas por canhões e vigilância. A Espanha ainda possuía vastas terras, as Américas, as Filipinas, partes da África, e sua língua e cultura se espalharam como uma maré que nunca recuou completamente. Mas algo havia mudado. O mundo agora sabia que a Espanha podia sangrar. A vitória inglesa marcou o nascimento de uma nova potência naval. Uma que, com o tempo, superaria o poder espanhol. Os oceanos que haviam sustentado a supremacia da Espanha tornaram-se o palco de novos impérios. Curiosamente, a história da Armada não foi apenas um evento militar. Foi um ponto de virada na forma como as pessoas viam o destino. A Espanha acreditava que nenhuma tempestade poderia tocá-la, mas o mar provou o contrário. A natureza, não os reis, decide quem governa as ondas. Na Espanha, poetas e cronistas tentaram entender o desastre. Alguns disseram que foi punição pelo orgulho. De um jeito ou de outro, o sonho de dominação total começou a se dissipar. Mesmo derrotada, a marinha espanhola permaneceu formidável. Reconstruiu-se, aprendeu, adaptou-se. Seus galeões continuaram cruzando oceanos por mais um século, conectando continentes muito antes dos aviões ou dos telégrafos. E em cada porto onde os marinheiros espanhóis aportavam, Havana, Manila, Lima, Sevilha, deixavam rastros do império. Palavras, músicas, arquitetura e lendas de navios desaparecidos em tempestades, perseguindo a glória.
A história da Armada não é apenas sobre navios ou batalhas. É sobre o momento em que o maior império da Terra encontrou os limites de seu próprio poder e aprendeu que até a mais poderosa das coroas deve se curvar ao mar. E, de certo modo, há algo de poético nisso. O império que um dia sonhou em conquistar os oceanos acabou conquistado, não por outra nação, mas pela vontade do próprio oceano. O preço da glória: inflação, ganância e colapso econômico. No começo, parecia um milagre. Navio após navio chegava à Espanha carregado de ouro e prata. Do México, do Peru, da montanha de Potosí. Os portos de Sevilha brilhavam com tesouros. Os cofres do rei transbordavam. Os padres chamavam de favor divino. Os mercadores de prosperidade. Por um instante, a Espanha parecia a nação mais rica que o mundo já havia visto. Mas o problema do tesouro é que ele queima rápido. E o ouro, quando vem fácil demais, pode ser tão perigoso quanto o fogo. Ninguém na Espanha percebia ainda, mas a enxurrada de prata vinda do Novo Mundo estava, silenciosamente, envenenando o coração do império. Os preços começaram a subir, devagar no início, depois mais rápido. Um pão que antes custava R$1 passou a custar 2, depois 4. O povo comum não conseguia acompanhar. Os salários continuavam os mesmos, mas as moedas em seus bolsos compravam cada vez menos. Os economistas de hoje chamam isso de revolução dos preços. Na época chamavam de confusão, mas a causa era simples: prata demais, rápido demais. A riqueza da Espanha não estava sendo produzida, estava sendo escavada, meio mundo de distância. E esse tipo de riqueza faz as pessoas esquecerem como se trabalha por ela. O império começou a viver de suas colônias como um homem vivendo de uma herança, rico por um tempo, arruinado quando o dinheiro acaba. Por que plantar ou fabricar se os navios traziam tudo de fora? Por que produzir ferramentas se podia comprá-las da França ou da Itália com a prata americana? A indústria murchou. O comércio encolheu e a Espanha, apesar de toda a sua glória, tornou-se dependente de outros para suprir suas próprias necessidades. Enquanto isso, a corte real gastava como se a prata nunca fosse acabar. Palácios eram erguidos. Guerras eram travadas em todos os cantos da Europa. Contra a Inglaterra, a França, os holandeses. Cada batalha drenava os cofres. A coroa pegava mais empréstimos, cunhava mais moedas e prometia prata futura que, às vezes, nunca chegava. Quando Filipe VI morreu, a Espanha já havia declarado falência 4 vezes. 4 vezes. Um império mais rico do que qualquer outro não conseguia pagar suas dívidas. A ironia era cruel. A mesma prata que construiu o Império Espanhol começou a destruí-lo. Quando essa prata chegava à Europa, não ficava na Espanha, se espalhava. Comerciantes italianos, banqueiros alemães, mercadores dos Países Baixos, todos levavam sua parte. A riqueza das Américas acabou alimentando as economias de outras nações, enquanto a Espanha afundava em seu próprio excesso. E a ganância não vivia apenas nos palácios. Em todo o império, a corrupção se espalhou como fumaça. Governadores coloniais embolsavam subornos. Funcionários vendiam títulos. Soldados desertavam com tesouros roubados. No caos, o contrabando virou quase uma arte, uma economia paralela que drenava ainda mais o sangue do império. O povo comum via pouco da glória. Camponeses pagavam impostos mais altos. Agricultores perdiam suas terras. Nas cidades como Madrid e Sevilha, mendigos enchiam as ruas enquanto nobres desfilavam com sedas compradas a crédito. O império que dizia governar o mundo começou a apodrecer por dentro. Nem mesmo a igreja, rica com dízimos e prata, conseguiu salvá-lo. Mosteiros engordaram com doações. Bispos viviam como príncipes. A fé se misturou ao dinheiro, e isso também corroeu a crença. Quando os pobres olhavam para os altares dourados, não viam salvação, viam o preço do próprio sofrimento. Não é que a Espanha tivesse deixado de ser poderosa. Seus exércitos ainda marchavam, suas frotas ainda cruzavam os mares. Mas por dentro, a estrutura estava oca. O império havia se erguido sobre a conquista e o tesouro, não sobre a produção, a inovação ou a estabilidade. E tesouro, cedo ou tarde, acaba. No século XVII, outras nações começaram a ascender. Os holandeses com suas redes comerciais, os ingleses com suas colônias, os franceses com seu crescente poder. A Espanha, sufocada por dívidas e orgulho, mal conseguia acompanhar. Seus navios ainda carregavam prata, mas a cada viagem traziam menos.
As veias de Potosí estavam se esgotando e a riqueza fácil do passado tinha desaparecido. O que restava era a ilusão da grandeza. Coroas, títulos, procissões, tudo brilhando por fora, vazio por dentro. É fácil pensar no Império Espanhol como uma história de conquista e aventura e glória, mas este era o outro lado, o custo. Inflação, corrupção e colapso econômico não foram meros efeitos colaterais. Foram o resultado direto do mesmo sucesso que um dia tornara a Espanha intocável. É um paradoxo estranho. Quanto mais prata a Espanha extraía, mais pobre se tornava. Quanto mais riqueza possuía, menos controle tinha sobre ela. O ouro e a glória cegaram o império, até que o próprio tesouro se transformou em pó. E talvez aí esteja a lição, daquelas que ecoam muito além da história. Impérios, assim como pessoas, podem ser destruídos justamente pelo que mais amam. La vie dans les colonies, ville, caste et culture ferment les yeux et imagine une ville coloniale animée quelque part en Nouvelle-Espagne ou au Pérou. Des rues bondées de monde, des charrettes qui claquent sur les pavés, l'odeur du pain frais se mêlant à celle de la fumée des feux de bois. Les marchés bourdonnent, les marchands crient leurs produits, des tissus venus d'Europe, du cacao des Amériques, des pièces d'argent qui tintent dans les poches. L'Empire espagnol n'était pas seulement une idée abstraite. Il vivait dans ses rues, dans ses bâtiments, dans les gens. La vie dans les colonies était un monde à part de celui de l'Espagne, mais entièrement façonné par elle. Les villes étaient soigneusement planifiées, souvent dessinées en quadrillage autour d'une grande place centrale, avec une cathédrale et le palais du gouverneur. Cette plaza était le cœur de la cité, lieu de marché, de cérémonies religieuses, d'annonces publiques et parfois de châtiments. Tout tournait autour de la hiérarchie et de l'ordre. Du sommet à la base de la société, la position de chacun était claire et rarement remise en question. Tout en haut se trouvaient les peninsulares, les Espagnols nés en Espagne. Ils occupaient les postes les plus élevés, possédaient les meilleures terres et détenaient le pouvoir et la richesse. Juste en dessous venaient les criollos, Espagnols nés dans les Amériques. Ils géraient alors souvent des domaines et des mines, mais avaient moins de droits politiques. Puis venaient les mestizos, personnes d'ascendance mixte, européenne et indigène, qui travaillaient comme artisans, soldats ou marchands. Les peuples autochtones et les esclaves africains occupèrent les derniers échelons, fournissant la main-d'œuvre qui faisait tourner les villes, les mines et les plantations. Ce système de caste n'était pas qu'une formalité sociale, il déterminait chaque aspect de la vie. L'endroit où tu vivais, les vêtements que tu portais, la personne que tu pouvais épouser, la manière dont la justice te traitait, tout dépendait de ta place dans cette hiérarchie. Ce système assurait le contrôle de l'Empire, mais il semait aussi la discorde. Des fissures apparaissaient, là où l'ambition, le ressentiment ou la détresse se rencontraient. La culture, elle, était bien plus fluide que les castes. Les traditions indigènes survécurent et se mêlèrent aux coutumes espagnoles pour créer quelque chose de nouveau. Les fêtes, la musique et la cuisine reflétèrent ce mélange. Dans des villes comme Lima ou Mexico, on voyait l'architecture espagnole coexister avec les influences locales. Des églises furent bâties sur d'anciens temples, et les fêtes des saints se fondirent avec les cérémonies indigènes. Les gens s'adaptaient, survivaient et parfois résistaient, gardant leur identité vivante sous la surface. La vie dans les colonies n'était pas faite que de grandeur ou de peur. Les familles célébraient les naissances, les mariages et les récoltes. Les marchés étaient bruyants et colorés, emplis des senteurs d'épices, de viande grillée et de fruits frais. La musique et la danse apportèrent de la joie, malgré la dureté du quotidien. L'éducation et la religion tenaient une place centrale. Les écoles dirigées par le clergé enseignaient la lecture, l'écriture et la foi. Les églises n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres de vie communautaires, de nouvelles et parfois de commérages. Mais les colonies d'eau étaient aussi des lieux de labeur et de souffrance. Les mines et les plantations exigèrent un travail exténuant. L'esclavage y était courant. Les peuples autochtones étaient soumis à des systèmes comme l'encomienda ou la mita, censés les protéger tout en les exploitant. Maladies, surmenage et violence faisaient plus partie du quotidien, rappelant sans cesse à tous la puissance de l'Empire et la fragilité de la vie dans le Nouveau Monde. Les villes coloniales étaient également des centres commerciaux majeurs. Les marchandises circulaient de port en port, reliant les continents. L'argent de Potosí partait vers Séville, le sucre des Caraïbes naviguait jusqu'en Europe, et les épices et la soie arrivèrent d'Asie par Manille. La vie dans les colonies formait une toile complexe mêlant coutumes locales, lois européennes et commerce mondial. Chaque rue, chaque marché,
Chaque port faisait partie de cette immense machine impériale. Malgré la rigidité sociale, les communautés trouvèrent des moyens de s'adapter et de survivre. Les gens s'entraidaient, partageaient leur nourriture et perpétuaient leurs traditions culturelles, souvent au grand désespoir de la couronne. L'art, la musique et les récits prospéraient dans les foyers et les places publiques. La religion aussi était un mélange de crainte, de ferveur et d'adaptation. Le catholicisme s'imposa, mais se mêla souvent aux croyances indigènes, donnant naissance à des pratiques uniques qui perdurèrent pendant des siècles. Au final, la vie dans les colonies était complexe, un mélange de contrôle et de créativité, d'oppression et d'adaptation, de richesse et de lutte. Le pouvoir de l'Empire espagnol était visible partout, mais la résilience humaine l'était tout autant. Les villes prospéraient, les cultures se mêlaient, et les gens trouvaient toujours des moyens d'aimer, de rêver et de survivre à l'ombre des couronnes et des croix. Les colonies n'étaient pas seulement des territoires à gouverner, elles étaient aussi des sociétés vivantes et vibrantes, et en elles coexistaient la grandeur et les failles de l'Empire, façonnant un monde à la fois familier et totalement nouveau. Les puissances rivales, Angleterre, France et le défi néerlandais. À la fin du XVIe siècle, l'Empire espagnol semblait invincible. Des montagnes argentifères du Pérou aux ports animés du Mexique, ses navires régnaient sur les océans, ses armées marchaient à travers les continents et sa richesse paraissait illimitée. Mais tout géant a ses rivaux, et l'Espagne n'en manquait pas. À travers l'Europe et au-delà, 3 nations étaient prêtes à défier la couronne, l'Angleterre, la France et la République des Pays-Bas. L'Angleterre était l'épine dans le pied de l'Espagne. La reine Élisabeth I était audacieuse, astucieuse et déterminée. Elle soutenait des corsaires comme Francis Drake et Walter Raleigh qui harcelaient les flottes espagnoles, attaquaient des ports et rentraient chez eux en héros, les poches pleines d'argent. La marine anglaise naissante n'était pas qu'une nuisance. Elle représentait une menace pour le contrôle espagnol de l'Atlantique et de ses flottes de trésors. Philippe II y voyait à la fois une insulte personnelle et un défi religieux. L'Angleterre était devenue protestante, défiant à la fois le pape et le roi d'Espagne, et Philippe estimait que c'était son devoir sacré de les ramener sous la règle catholique. La France, quant à elle, restait un voisin dangereux. La couronne française contestait depuis longtemps l'influence espagnole en Europe, notamment sur les territoires des Pays-Bas et d'Italie. Pendant qu'Espagne se concentrait sur ses colonies américaines, la France renforçait son armée, étendait ses alliances et complotait pour retrouver son influence partout où c'était possible. Des guerres éclatèrent par intermittence, vidant les ressources et obligeant l'Espagne à diviser son attention entre ses rivaux européens et ses colonies. Puis, il y avait les Néerlandais, une puissance maritime et commerciale émergente. La République des Provinces-Unies s'était libérée du contrôle espagnol pendant la guerre de 80 ans, luttant non seulement pour l'indépendance mais aussi pour la liberté religieuse. Les marchands et corsaires néerlandais attaquaient les routes commerciales espagnoles, capturaient des flottes de trésors et étendaient leur influence sur les mers. En défiant l'Espagne économiquement et militairement, les Néerlandais affaiblissaient la mainmise de l'Empire sur le commerce mondial. La réponse espagnole fut massive. Des armadas furent construites, des forts édifiés et des garnisons installées dans les colonies clés. La couronne investit des sommes colossales dans les flottes et les armées pour sécuriser à la fois l'Europe et le Nouveau Monde. Mais plus l'Espagne essayait de tout contrôler, plus ses ennemis s'adaptaient. Les navires rapides anglais, la diplomatie rusée des Français et l'ingéniosité commerciale des Néerlandais rendaient impossible la domination simultanée de tous les fronts. Le conflit ne se limitait pas à la terre ou à la mer, il portait sur le commerce, l'influence et la religion. La richesse de l'Espagne venue des Amériques finançait les guerres européennes, mais cette même richesse faisait de l'Empire une cible. Les rivaux savaient que capturer ne serait-ce qu'une fraction du trésor espagnol pouvait financer des décennies de leurs propres ambitions. Le corsairage, la piraterie et les batailles navales devinrent des outils à la fois de profit et de puissance. Ces rivalités influencèrent également l'exploration mondiale. Anglais, Français et Néerlandais envoyèrent des expéditions vers les Amériques, l'Afrique et l'Asie, cherchant de nouvelles routes commerciales et des colonies. Leur présence dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, défiait le monopole espagnol. Chaque voyage de conquête ou de commerce comportait opportunités et dangers, rappelant à l'Espagne que son empire, aussi vaste soit-il, n'était jamais totalement sûr. Ces conflits laissèrent aussi leur empreinte culturelle et politique.
L'identité espagnole comme empire catholique se renforça, mettant l'accent sur la foi et la loyauté comme piliers du pouvoir. Ses rivaux, eux, adoptèrent le protestantisme, le commerce et l'innovation navale, préparant le terrain pour des siècles de compétition européenne. Le monde n'était plus un empire unique, il devenait un échiquier de nations, chacune déplaçant ses pièces sur continents et océans. Au XVIIe siècle, la suprématie espagnole était sérieusement mise à l'épreuve. L'argent de Potosí continuait d'affluer, mais l'inflation, la dette et la surextension affaiblissaient la couronne. La puissance navale anglaise croissait, les armées françaises se modernisaient, et les Néerlandais devenaient maîtres commerçants et banquiers. Les rivaux de l'Espagne ne la défiaient pas seulement militairement, ils remodelaient l'économie mondiale, les réseaux commerciaux et les alliances politiques. Pourtant, l'Espagne restait redoutable. Ses villes étaient encore riches, sa culture vivante, ses flottes impressionnantes. Mais la leçon était claire. Un empire aussi vaste que celui de l'Espagne ne pouvait jamais être totalement incontesté. Chaque couronne, chaque galion, chaque pièce d'argent était disputée, et chaque victoire avait un prix. Ces puissances rivales ne menaçaient pas seulement l'Espagne, elles transformaient le monde. Elles forçaient l'innovation, inspiraient l'exploration et préparaient le terrain pour l'ère moderne des nations, où le contrôle de la terre, de la mer et de la richesse était l'enjeu. L'Empire espagnol fut glorieux, mais ses rivaux démontrèrent que même la domination la plus puissante ne pouvait jamais tout contrôler indéfiniment. La chute de l'Armada, les vents de la défaite. Imaginez l'Atlantique à la fin de l'été 1588. Des vagues grises roulent sans fin sous un ciel couvert, et 130 navires espagnols naviguent en formation serrée, leurs ponts encombrés de soldats, marins et canons. Ils sont la fierté de l'Empire espagnol, la soi-disant Armada Invincible, portant le poids de l'ambition de Philippe II, envahir l'Angleterre, renverser la reine Élisabeth et rétablir le pouvoir catholique. Tout repose sur cette flotte. Du moins, c'est ce que l'on croit. L'Armada quitta l'Espagne avec confiance. Les navires brillaient au soleil, les canons étaient polis, les drapeaux claquaient fièrement au vent. Les hommes croyaient participer à l'histoire, destinée à remodeler l'Europe. Au début, tout semblait se dérouler selon le plan. La flotte naviguait vers le nord, en direction de la Manche, prête à rejoindre les troupes stationnées aux Pays-Bas pour une invasion coordonnée. Mais l'océan a ses propres règles. Météo, marées et courants ne se plient pas à l'ambition humaine. La formation de l'Armada était magnifique sur le papier, mais peu pratique en réalité. Les navires étaient grands, lourds et difficiles à manœuvrer. Les commandants anglais, avec leurs vaisseaux plus petits et plus rapides, virent une opportunité. Ils harcelaient l'Armada, frappant à distance, évitant les lourds canons espagnols et se repliant avant que l'Armada ne puisse réagir. Lorsque l'Armada mouilla au large de Calais pour se regrouper, les Anglais lancèrent une attaque audacieuse. Des navires incendiaires dérivèrent dans la nuit vers la flotte espagnole. La panique s'empara des marins. Les ancres furent coupées en hâte. Les navires entrèrent en collision. Les hommes couraient sur des ponts glissants par la pluie et la peur. À l'aube, la formation parfaite de l'Armada était brisée. Le chaos régnait. La marine anglaise poursuivit sans relâche. Mais la nature porta le coup final. Alors que la flotte tentait de contourner l'Écosse et l'Irlande pour rentrer en Espagne, des tempêtes violentes s'abattirent sur les navires. Les mâts se brisèrent, les coques se fissurèrent, et les vagues engloutirent hommes et cargaisons. Des milliers se noyèrent, des centaines de navires furent perdus. Lorsque les survivants regagnèrent l'Espagne, moins de la moitié de la flotte était revenue. La défaite ne fut pas seulement militaire, elle fut psychologique. L'Espagne, jusque-là perçue comme invincible, avait montré ses limites. Le rêve de Philippe II de conquérir l'Angleterre et d'imposer le catholicisme par la force s'effondra, emportant avec lui l'aura de suprématie maritime espagnole. L'échec de l'Armada devint légendaire, une histoire dramatique de fierté, d'excès de confiance et de la puissance implacable des vents et des vagues. Pourtant, l'Espagne n'avait pas dit son dernier mot. L'Empire continua de dominer les océans pendant des décennies. Les flottes de trésors naviguaient toujours, les galions transportaient encore argent et or, et l'influence espagnole restait mondiale. Mais le mythe d'invulnérabilité était brisé. Des rivaux comme l'Angleterre et les Pays-Bas saisirent l'opportunité pour étendre le commerce, les colonies et la puissance navale. Le monde n'était plus la scène exclusive de l'Espagne, il devenait un théâtre disputé, et l'Espagne devait lutter pour conserver sa place. L'histoire de l'Armada dépasse la simple défaite navale.
C'est une leçon sur l'ambition et l'orgueil, sur les limites du pouvoir face à la nature. Les navires espagnols étaient magnifiques, mais même les plus grands vaisseaux ne peuvent contrôler tempêtes, marées ou temps. Même le plus puissant empire peut fléchir lorsqu'il est trop étendu, trop confiant et attaqué sur tous les fronts. Pour les marins survivants, le souvenir resta gravé. Le fracas des canons, la terreur des navires incendiaires, la morsure glaciale de l'Atlantique engloutissant amis et ennemis. Ils avaient là participé au plus grand pari d'un empire, et les vents avaient décidé du sort. La chute de l'Armada ne mit pas fin à l'Empire espagnol, mais marqua un tournant. Elle annonça l'ascension de nouvelles puissances navales, les limites de l'ambition impériale et la vérité durable. Même la gloire en mer reste à la merci de la main imprévisible de la nature. Le dernier empire, Cuba, les Philippines et la fin d'une ère. Imaginez l'empire espagnol au seuil du XXe siècle. Autrefois, son influence s'étendait sur les continents, des Andes riches en argent aux îles tropicales des Caraïbes et du Pacifique. Mais le temps et les turbulences ont affaibli son pouvoir. La plupart de ces colonies américaines ont acquis leur indépendance. Révolutions, guerres et mouvements d'émancipation ont sculpté de nouvelles nations à partir de ce qui était autrefois le joyau de la couronne espagnole. Il ne reste maintenant que quelques possessions, surtout Cuba dans les Caraïbes et les Philippines dans le Pacifique. Ces derniers avant-postes racontent l'histoire d'un empire en déclin, accroché à sa gloire passée. Cuba avait longtemps été un joyau de plantation de sucre, un centre commercial et une base stratégique dans les Caraïbes. Mais à la fin du XIXe siècle, les troubles étaient constants. Les mouvements locaux pour l'indépendance gagnaient en force, inspirés par des décennies de résistance à travers l'Amérique latine. Des leaders comme José Martí appelaient à la liberté, mobilisant tant les Cubains que les communautés exilées à l'étranger. L'Espagne tenta de maintenir le contrôle par la force militaire, construisant des forteresses et déployant des troupes, mais la vague de rébellion ne pouvait être contenue indéfiniment. De l'autre côté de l'océan, les Philippines racontaient une histoire similaire. La domination espagnole avait introduit le catholicisme, l'administration européenne et des réseaux commerciaux, mais elle avait aussi imposé des taxes, restreint l'autonomie locale et réprimé les traditions indigènes. Les leaders philippins réclamaient autonomie et réforme, puis l'indépendance. Les révoltes éclataient régulièrement au fil des décennies, culminant dans des mouvements plus larges qui ébranlèrent finalement le contrôle espagnol. Ces îles, autrefois centres prospères de l'Empire, devinrent des champs de bataille entre une autorité coloniale déclinante et un nationalisme émergent. Les difficultés de l'Espagne n'étaient pas seulement politiques, mais aussi économiques. Maintenir des colonies lointaines nécessitait des ressources que l'Empire ne possédait plus en abondance. Navires, soldats et fonctionnaires s'étendèrent sur des milliers de kilomètres, tentant d'imposer le contrôle face à une résistance croissante. Pendant ce temps, les puissances rivales, États-Unis, Grande-Bretagne et Allemagne, observaient attentivement, prêtes à exploiter le relâchement espagnol. L'Empire, qui semblait autrefois invincible, était désormais vulnérable à la fois à la révolte interne et à la pression extérieure. La guerre hispano-américaine de 1898 fut décisive. La lutte de Cuba pour l'indépendance attira les États-Unis, qui avaient des intérêts stratégiques et économiques dans les Caraïbes. Le conflit fut bref mais lourd de conséquences. La marine espagnole subit des défaites dévastatrices, et les îles de Cuba et Porto Rico échappèrent aux mains espagnoles. Dans le Pacifique, les Philippines tombèrent également sous contrôle américain, marquant la fin effective de l'empire colonial espagnol. Ce fut un renversement spectaculaire. Autrefois, l'Espagne avait été le premier empire global, ses galions remplis d'or, d'argent et de trésors du Nouveau Monde. Son influence avait façonné le commerce, la religion et la culture à travers les continents. Désormais, après des siècles de gloire, de rébellions et de guerres, l'empire se réduisait à des souvenirs et à un héritage. La couronne existait encore, oui, mais son pouvoir de gouverner des terres lointaines avait disparu. Pourtant, l'empire espagnol laissa une empreinte profonde. Les villes fondées par les Espagnols subsistent, avec une architecture, des rues et des places qui rappellent le passé. La langue, le droit et la religion demeurent des fondements en Amérique latine et aux Philippines. Les réalisations culturelles et artistiques, littérature, musique et traditions religieuses continuent d'influencer des générations longtemps après le départ de la couronne. Même en déclin, l'empreinte de l'Espagne perdure. L'histoire de Cuba, des Philippines et des dernières années de l'Empire est une leçon sur l'impermanence du pouvoir. Richesse et conquête peuvent que construire la grandeur, mais les empires sont fragiles face à l'ambition humaine,
à la résistance locale et aux dynamiques mondiales changeantes. Ce qui perdure n'est pas toujours la couronne ou l'argent, mais les idées, la culture et l'influence qui survivent aux souverains et aux batailles. L'Empire espagnol s'était élevé grâce à l'or, à la foi et à l'ambition. Il s'était étendu sur les océans, avait soumis des royaumes et inspiré l'admiration. Et il prit fin, lentement et inexorablement, par des révolutions et des guerres, laissant un héritage aussi durable que complexe. Le soleil s'était couché sur l'empire global espagnol, mais les échos de son influence se faisaient encore sentir à travers le monde, dans les langues parlées, la foi pratiquée et les cultures formées. Le rêve par-delà la mer, Colomb et la promesse des Indes. Imaginez-vous au bord du monde connu, un quai en bois dans le sud de l'Espagne, la mer s'étendant à perte de vue devant vous. Derrière vous, l'odeur des chevaux et de la fumée, des prêtres psalmodiant des bénédictions, et le murmure inquiet des marins se demandant s'ils vont tomber directement du bord de la terre. Nous sommes en août de 1492, et un homme nommé Christophe Colomb s'apprête à tenter ce que tout le monde disait impossible. Colomb n'était pas un fou. Il était obstiné, fier et obsédé, certes, mais pas imprudent. Il avait passé des années à étudier des cartes, lire Marco Polo et se convaincre que si le monde était rond, il pourrait atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest. Aujourd'hui, cela semble simple, mais à l'époque, c'était de la folie. Les océans étaient inconnus, les boussoles peu fiables, et personne ne savait ce qui, le cas échéant, attendait au-delà de l'horizon. Il avait déjà essayé de vendre son idée. Le Portugal avait dit non, l'Angleterre l'avait ignoré. Même les savants de Salamanque lui avaient dit que ses calculs étaient faux. Mais Colomb n'abandonna pas. Il était convaincu que le destin l'avait choisi pour quelque chose de grand, qu'il était destiné à relier des mondes. Et finalement, sa persévérance, et peut-être un peu de chance, l'amena à la cour de Ferdinand et Isabelle. Isabelle venait de conquérir Grenade, le dernier bastion musulman. Son trésor était à sec, son peuple fatigué de la guerre. Alors, quand Colomb se présenta, parlant d'or, d'épices et de gloire à répandre le christianisme, il était difficile de ne pas l'écouter. Pourtant, elle hésita. Son plan semblait imprudent, mais après tout, Isabelle n'avait pas peur des risques. Elle avait fondé son règne sur eux. Après des années de supplications, de refus et d'attentes interminables, elle finit par dire oui. Peut-être croyait-elle en lui. Peut-être pensait-elle simplement, après tout ça, qu'est-ce qu'un pari de plus ? Quelle qu'en soit la raison, sa décision allait tout changer. Ainsi, à l'été de 1492, 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria, quittent Palos de la Frontera. De petits bateaux comparés à ce que nous imaginons aujourd'hui. Bois qui craquent, voiles rugueuses, ponts étroits remplis d'hommes qui ne savaient pas nager et priaient pour ne pas avoir à le faire. Colomb se tenait sur le pont de la Santa Maria, regardant vers l'ouest, poursuivant un rêve qui brûlait dans son esprit depuis des années. Pendant des semaines, rien que du bleu. L'océan semblait infini, et les hommes commencèrent à murmurer. Certains juraient avoir vu des fantômes dans les vagues, d'autres prétendaient que les boussoles étaient devenues folles. Colomb tenait un second journal, un pour lui, un pour montrer à l'équipage, car même lui savait que la vérité les effrayerait. Le vent mourait. La nourriture se gâtait. Les marins maudissaient son nom. Ils suppliaient de faire demi-tour. Puis, dans la nuit du 12e octobre, un cri brisa le silence. « Terre !» Rodrigo de Triana, un veilleur à bord de la Pinta, l'avait vu le premier, une forme sombre surgissant de l'horizon. Colomb tomba à genoux, les larmes aux yeux, convaincu d'avoir atteint les Indes. Mais ce n'était pas l'Inde. Ce n'était pas l'Asie. C'était un endroit que jamais un Européen n'avait vu, les îles des Caraïbes. Palmiers, plages dorées et des habitants qui les accueillent avec des cadeaux et de la curiosité. Pour Colomb, c'était le paradis. Pour l'histoire, c'était la première étincelle d'une histoire qui allait bientôt embraser les continents. Quand il revint en Espagne quelques mois plus tard, il n'apportait pas d'or, du moins pas beaucoup, mais des récines de terre fertile, de gens doux et de potentiel infini. Il fut accueilli en héros, l'homme qui avait ouvert les portes d'un nouveau monde. Les rues de Barcelone éclatèrent en célébration. Ferdinand et Isabelle le reçurent dans un faste royal. Les rois catholiques écoutaient, ébahis, tandis qu'il décrivait ce qu'ils croyaient être les îles extérieures de l'Asie. Il ne réalisait pas encore ce qu'il avait réellement trouvé, non la porte de l'Asie, mais tout un autre hémisphère. Bientôt, d'autres navires suivirent. Conquistadors,
prêtres et colons, tous en quête de la même promesse que Colomb avait faite. Or, gloire et chance de servir la couronne. L'ère des découvertes avait commencé, bien que le mot « découverte » soit étrange pour des terres déjà peuplées et civilisées. Mais pour l'Europe, c'était un nouveau départ. Pourtant, le rêve de Colomb avait son ombre. Il se croyait choisi, destiné, presque divin, et cette arrogance l'aveuglait. Lors de ses voyages suivants, ses relations avec les peuples indigènes et ses propres hommes sombrèrent dans le chaos. Il gouverna durement, exigea des tributs et punissait brutalement. À sa mort, brisé et amer, le monde avait déjà continué sans lui. D'autres, Cortés, Pizarre, Magellan, iraient de plus loin, plus riches et plus sombres que ce qu'il avait jamais imaginé. Et pourtant, tout commença avec lui. Ce marin obstiné qui refusait de croire que l'océan avait des limites. Son voyage en 1492 fut bien plus qu'une traversée maritime. C'était le point de rencontre de deux mondes qui ne s'étaient jamais rencontrés. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre en Europe. Soudain, l'Espagne n'était plus juste un royaume à la frontière de la chrétienté. Elle était la gardienne de nouveaux mondes, l'empire de demain. Toutes les cours d'Europe voulèrent savoir ce que les Espagnols avaient retrouvé. Tous les marins voulèrent suivre leur route. Le rêve des Indes était devenu l'obsession des empires. Avec le recul, c'est presque troublant. Colomb pensait avoir atteint l'autre côté de l'Asie, mais en vérité, il était tombé sur quelque chose de bien plus grand et bien plus dangereux. Ces Indes allèrent devenir une scène de conquête, de conversion et d'exploitation à une échelle jamais vue. Mais c'est le paradoxe de l'Empire espagnol. Chaque rêve brillait comme de l'or, et chaque morceau d'or avait un prix. Le voyage qui commença par la foi et la curiosité allait bientôt nourrir la cupidité, l'ambition et la soif de pouvoir. Pourtant, à ce moment-là, alors que les navires de Colomb rentraient à travers l'Atlantique, voiles pleines de vent et cœurs remplis de triomphe, personne ne pouvait deviner ce qui allait suivre. L'Espagne avait trouvé son chemin vers la gloire, et le monde venait de devenir infiniment plus vaste. Fièvre de l'or, l'âge des conquistadors. Ferme les yeux un instant et imagine le bruit des bottes s'enfonçant dans une terre inconnue, le choc du métal sous le soleil brûlant, l'odeur du sel, de la sueur et de la fumée. Ce n'est plus le monde raffiné des chevaliers et des châteaux, c'est la frontière brute d'un empire naissant. Nous sommes au début des 1500 et de l'autre côté de l'Atlantique, un nouveau type de guerrier voit le jour. Les Espagnols les appellent les conquistadors, les conquérants, des hommes qui portent la croix dans une main et l'épée dans l'autre, en quête d'or, de gloire et d'un petit morceau d'immortalité. Mais qui étaient-ils vraiment? Pas des nobles, pas des soldats des armées royales. La plupart étaient des hommes ordinaires, venus de villages modestes, des paysans, des forgerons, parfois même des débiteurs qui voyèrent le nouveau monde comme une chance de réécrire leur destin. En Espagne, la pauvreté régnait, les impôts étouffèrent le peuple et les guerres sans fin épuisèrent la nation. Pourtant, au-delà de l'océan, couraient des rumeurs de cités pavées d'or, de temples remplis de joyaux et de rois portant des couronnes d'émeraude. Il n'en fallut pas plus. La fièvre se propagea comme un incendie. Quand Hernán Cortés quitta Cuba en 1519, il ne suivait pas les ordres. En réalité, il les désobéissait. Ses supérieurs lui avaient interdit de partir, disant que le Mexique était trop dangereux, inconnu, un risque insensé. Mais Cortés, ambitieux et charismatique, voyait déjà un empire prêt à être conquis. Il rassembla ses hommes, quelques centaines de soldats, des chevaux, quelques canons, et mit les voiles droit vers la légende. Ce qu'ils trouvèrent au Mexique entrait l'histoire à jamais. L'empire aztèque, immense, organisé, étincelant de temples et d'art, dépassait tout ce que l'Europe avait jamais imaginé. Tenochtitlan, leur capitale, s'élevait au milieu d'un lac, relié par des chaussées, animé de marchés si vastes que Séville paraissait minuscule en comparaison. Et pourtant, quand les Espagnols la virent, ils ne virent pas la culture, ils virent le trésor. Cortés commença par le charme, des cadeaux, des alliances, des mots bien choisis. Mais derrière les sourires, il calculait toujours. Il rencontra l'empereur Moctezuma, le puissant souverain des Aztèques, et pendant un court instant, deux mondes se contemplèrent dans une admiration prudente. Puis tout s'effondra. La peur, la méfiance et la cupidité prirent le dessus. En moins de 2 ans, Tenochtitlan brûlait, ses temples en ruine, son peuple décimé, non seulement par l'épée, mais aussi par la variole, cette maladie venue d'Europe qui se répandait comme le feu sur de l'herbe sèche.
Ainsi s'acheva la première grande conquête. L'Espagne s'empara du Mexique, et avec lui, d'un océan d'or, d'argent et d'esclaves. La nouvelle se répandit en Espagne, et la fièvre s'intensifia. Francisco Pizarro, apprenant le succès de Cortés, tourna son regard vers le sud, vers les Andes. Là s'étendait l'empire Inca, traversant montagnes et vallées, riche au-delà de toute imagination. Pizarro, impitoyable même pour un conquistador, tendit un piège à l'empereur Inca Atahualpa. Il le captura, exigea une rançon de salles remplie d'or, puis, après l'avoir reçu, ordonna son exécution. Froid, calculé, efficace. Cet or, fondu, expédié, compté, se déversa dans les coffres de l'Espagne, éblouissant l'Europe entière. Les quais de Séville débordèrent d'argent venu des mines de Potosi et de Zacatecas. La couronne espagnole devint plus riche que tous les royaumes avant elle. Le monde commença à graviter autour de la puissance espagnole. Mais sous cette gloire se cachait une montagne de souffrance. Les conquistadors n'étaient pas des explorateurs, ils étaient des preneurs. Partout où ils débarquaient, les peuples autochtones étaient réduits en esclavage, forcés à travailler dans les mines ou à se convertir sous l'œil des prêtres. Des cultures entières, langues, histoires, croyances, furent effacées au nom de la croix et de la couronne. Certains prêtres, comme Bartholomé de las Casas, s'élevèrent contre ces atrocités, les dénonçant comme un péché contre l'humanité. Mais pour chaque voix qui protestait, 100 autres poursuivaient leur part du trésor, et l'or change les hommes, il les aveugle, il leur fait oublier la frontière entre le courage et la cruauté. Beaucoup de conquistadors commencèrent leur voyage en croyant être les instruments du destin. À la fin, la plupart étaient brisés, se battant entre eux pour le pouvoir, mourant dans des jungles qu'ils ne comprenaient pas. Et pourtant, il faut bien l'admettre, il y a chez eux quelque chose de presque mythique. Ils ont traversé les océans sur des navires fragiles, affronté jungle, désert, maladies et armées 100 fois plus nombreuses. Comment quelques centaines d'hommes ont-ils pu vaincre des civilisations entières? En partie grâce à leurs armes, l'acier, les fusils, les chevaux, mais aussi grâce à la peur. Les Espagnols s'en servaient comme d'une arme invisible. Pour des peuples n'ayant jamais vu d'armure ni de canon, ils semblaient être des êtres légendaires. Et pourtant, malgré tout le sang versé, les conquistadors ont aussi ouvert le monde. Ils ont tracé des cartes, bâti des villes, créé des routes commerciales, reliant des continents qui ne s'étaient jamais touchés. Des cendres des mondes aztèques et incas naquit une nouvelle société, ni totalement espagnole, ni totalement indigène, mais quelque chose d'entièrement nouveau. En Espagne, le roi et la reine célébraient des victoires si astonantes qu'ils n'avaient raté la percebue à livrer. Les trésors continuaient d'affluer. Pièces d'or, lingots d'argent, richesses exotiques, et avec eux, la fierté. L'Empire espagnol se vit alors comme choisi, destiné à régner. Mais le véritable cœur de l'Empire ne battait pas dans les palais ni les cathédrales. Il battait dans la poussière, dans les pas des hommes en armure courant après la fortune sur des terres étrangères. Et voilà toute la vérité de la fièvre de l'or. Ce n'était pas seulement une question de métal, c'était une faim, de richesse, de gloire, de pouvoir sur la vie elle-même. Elle transforma des hommes ordinaires en conquérants, et des conquérants en monstres. Pourtant, quand on pense à l'Empire espagnol, on ne peut s'empêcher d'entendre encore l'écho de ces premières bottes foulant les rivages d'un monde nouveau, leurs épées brillant au soleil, leurs yeux fixés sur un horizon qui promettait tout. Ils ne le savaient pas encore, mais le prix de cette promesse résonnerait pendant des siècles. La chute des Aztèques, une cité d'or et de sang. Imagine que tu navigues pendant des semaines sur une mer infinie, d'un bleu sans fin, avant de poser le pied sur une terre qui semble appartenir à un autre monde. Des montagnes à l'horizon, des jungles épaisses, des rivières étincelant sous le soleil. Maintenant, imagine qu'on te raconte l'existence d'une cité construite au milieu d'un lac, où des temples s'élèvent comme des montagnes et où l'or brille jusque dans les rues. Pour les Espagnols arrivés sur les côtes du Mexique en 1519, cela ressemblait à une légende. Mais pour Hernán Cortés, c'était le destin. La capitale aztèque, Tenochtitlan, n'était pas seulement une ville. C'était un miracle d'ingénierie et d'organisation, une cité flottante abritant des centaines de milliers d'habitants sur les eaux du lac Texcoco. De larges chaussées la reliaient au continent. Les marchés grouillaient de marchands vendant de tout, du cacao, du jade, des plumes rares. Les grands temples dominaient des places pleines de danseurs, de prêtres et de guerriers. Pour les Aztèques,
C'était le centre de l'univers. Pour les Espagnols, c'était une cité d'or à conquérir. Cortés et sa petite armée n'avaient aucune légitimité pour être là. Il avait défié les ordres, brûlé ses navires pour empêcher tout retour et s'était enfoncé dans les terres avec seulement quelques centaines de soldats et une poignée de chevaux. Mais il n'était pas seul. En chemin, il se fit des alliés, des tribus qui détestaient la domination aztèque et voyaient en ces étrangers en armure une chance de vengeance. Pas à pas, alliance après alliance, les Espagnols avancèrent, semant la peur, la confusion, et les premières traces de la variole. Lorsqu'ils atteignirent enfin Tenochtitlan, Moctezuma, l'empereur aztèque, les accueillit avec honneur. Il offrit des présents, de l'or et son hospitalité. Certains disent qu'il croyait que Cortés était la réincarnation d'une figure divine annoncée par les prophéties. D'autres pensent qu'il espérait simplement éviter la guerre. Quoi qu'il en soit, cette première rencontre devait être spectaculaire. L'empereur dans ses vêtements scintillants, le conquérant dans son armure cabossée, chacun observant l'autre en silence, cherchant à comprendre ce qu'il représentait. Pendant un court moment, on put croire à la paix. Mais l'or a toujours le pouvoir de briser les plus belles illusions. Les Espagnols ne purent résister, ils en voulaient davantage. Ils prirent Moctezuma en otage dans son propre palais, exigeant des tributs et l'obéissance. L'air dans la ville devint lourd. Les Aztèques se sentirent humiliés, en colère, prêts à exploser. Puis, alors que Cortés était parti affronter d'autres Espagnols venus le défier, ces hommes massacrèrent des centaines de nobles Aztèques pendant une fête religieuse. La ville entra en éruption. Quand Cortés revint, tout avait changé. Le peuple de Tenochtitlan s'était soulevé. Les Espagnols durent donc se battre dans des rues étroites, sur des ponts glissants de sang. Des flèches fusaient de partout, des pierres pleuvaient du ciel, et les envahisseurs, autrefois arrogants, se retrouvèrent piégés dans la cité qu'ils pensaient dominer. Une nuit restée célèbre sous le nom de la Noche Triste, la nuit des larmes, les Espagnols tentèrent de fuir dans l'obscurité. Beaucoup se noyèrent, alourdis par l'or qu'ils essayèrent d'emporter. Cortés s'en sortit de justesse. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il rassembla de nouveaux alliés autochtones et revint avec vengeance. À l'été de 1521, Tenochtitlan était assiégé. Le lac qui l'avait nourri devint un piège. Les Espagnols coupèrent l'eau, la nourriture, et firent gronder leurs canons jour et nuit. La maladie se répandit plus vite que le feu. Le peuple mourait de faim, de fatigue, de blessures, par dizaines de milliers. Quand la ville tomba enfin, ce ne fut pas une victoire, mais un désastre. Les grands temples furent détruits, les palais incendiés. Moctezuma était mort, tué par les siens ou par les envahisseurs. Nul ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que le cœur d'un empire cessa de battre. Tenochtitlan, jadis joyau des Amériques, n'était plus qu'un champ de ruines et de cendres. Cortés traversa les décombres, non pas en triomphateur, mais en homme frappé de stupeur. L'odeur de la fumée planait sur l'eau. Les rues n'étaient plus qu'un silence ponctué des cris des mourants. Sous ses pas reposait l'or qu'il avait attiré à travers l'océan, désormais inutile, perdu parmi les corps. Pourtant, il proclama la victoire au nom de l'Espagne. La conquête était accomplie. Mais cette victoire eut un prix qu'aucune richesse ne pouvait compenser. La civilisation aztèque, son art, sa science, ses temples, sa poésie, fut brisée. Les survivants furent réduits au travail forcé, baptisés sous la menace, leurs croyances effacées une à une. La nouvelle ville construite sur les ruines fut appelée Mexico, le centre du nouveau monde espagnol. Et pourtant, d'une étrange manière, l'esprit de Tenochtitlan ne mourut jamais. Les canaux furent comblés, les temples enfouis, mais le cœur de cette cité, sa fierté, sa mémoire, sa résistance, palpite encore sous les rues de Mexico aujourd'hui. Pour l'Espagne, ce n'était que le début. La conquête du Mexique prouva qu'une petite armée, avec de la stratégie, du fer et de la faim, pouvait renverser des civilisations entières. D'autres hommes virent la gloire de Cortés et y trouvèrent un modèle. Bientôt ils marcheraient vers le Pérou, les Caraïbes, les Andes, poursuivant la même fièvre qui brûlait dans ses yeux. La chute des Aztèques n'était pas seulement l'histoire d'une cité. C'était le moment où le monde bascula. Deux mondes se rencontrèrent, l'un ancien, l'autre impatient. Et aucun des deux ne fut jamais le même. Quand on y pense, l'or que Cortés et ses hommes ramenèrent en Espagne n'était pas un simple trésor. C'était le poids du chagrin d'une civilisation entière. Il brillait dans les palais royaux, emplissait les coffres des rois,
mais il restait à jamais taché du sang qu'il avait payé. Une cité d'or était tombée, et à sa place, un empire de sang venait de naître. Les montagnes d'argent, le trésor de Potosi. On disait qu'elle brillait comme un morceau de lune tombé sur la terre. Une montagne si riche qu'on aurait pu construire un pont d'argent entre son sommet et Madrid, et qu'il en serait encore resté. Le monde l'appelait Potosi. Pour l'Espagne, c'était un miracle. Pour ceux qui y travaillaient, c'était une malédiction. Quand les explorateurs espagnols découvrirent la montagne, au cœur des Andes, dans les années 1540, ils eurent du mal à croire leurs yeux. Les habitants parlèrent de veines d'argent pures traversant la roche comme des rivières gelées. Et quand les premiers coups de pioche frappèrent son flanc, la vérité jaillit, étincelante, infinie, aveuglante. La montagne devint un aimant pour tous les rêveurs, soldats et aventuriers de l'Empire. La rumeur se répandit à travers les océans. Il existe une ville d'argent dans les nuages. En quelques années, Potosi naquit, l'une des plus hautes villes du monde, perchée à près de 4000 mètres d'altitude. À la fin du siècle, elle était plus grande que Londres, plus grande que Paris. Des dizaines de milliers de personnes y vivaient, Espagnols, esclaves, travailleurs indigènes, marchands, prêtres, tous attirés par la même promesse brillante. Les Espagnols l'appelèrent le Cerro Rico, la colline riche. Mais la richesse ne vient jamais sans un prix. Pour extraire cet argent, l'Empire avait besoin de bras, des milliers. Le système inca du travail forcé, appelé mita, fut transformé en quelque chose d'encore plus cruel. Des hommes indigènes furent arrachés à leur village pour descendre dans les mines, parfois pour quelques mois, parfois pour toujours. Ils entrèrent sous terre avant l'aube et n'en sortaient qu'après le coucher du soleil, tremblants, épuisés, à moitié morts. L'air dans les tunnels était épais de poussière et de poison. Le mercure, utilisé pour séparer l'argent du minerai, s'infiltrait dans leurs poumons, leur sang et jusque dans leurs enfants. Les mines étaient devenues un véritable enfer. On disait que 7 millions de personnes étaient mortes, à Potosi et autour, au fil des siècles. Que ce chiffre soit exact ou non, importe peu. Ce qui compte, c'est la vérité qu'il cache. La montagne dévorait des vies. Et pourtant, à la surface, la ville scintillait. Les rues étaient bordées de demeures en pierre, d'immenses églises recouvertes de feuilles d'argent, de marchés débordant de soieries et d'épices. La nuit, la lumière des bougies dansait sur les murs et les cloches résonnaient dans l'air mince des Andes. Les riches vivaient comme des rois, célébrant des fêtes de plusieurs jours, tandis qu'aux abords de la ville, des familles pleuraient les fils qui ne reviendraient jamais des mines. Chaque année, des caravanes de lamas transportaient des tonnes de lingots d'argent, descendant la montagne, traversant déserts et jungles jusqu'à l'océan Pacifique. De là, les navires les emmenaient à Panama, où des convois de mulets traversaient l'isthme, avant de tout charger à nouveau pour le voyage vers l'Espagne. Sur l'Atlantique, la Flotta de Plata, la flotte d'argent, voguait comme une armée flottante, protégée par des canons, traquée par les tempêtes et les pirates. Ces navires changèrent le monde. L'argent de Potosi finança les guerres d'Espagne en Europe, construisit ses palais et remplit ses cathédrales. Les pièces frappées du mot Potosi devinrent une monnaie mondiale, échangée en Asie, en Afrique et ailleurs. À Manille, les marchands chinois exigeaient d'être payés en argent espagnol. Ils l'appelaient plata blanca, l'or blanc. Cet argent relia les continents bien avant qu'on ne parle de mondialisation. Mais la richesse de l'Espagne n'était qu'un mirage. Plus elle extrayait d'argent, plus elle en avait besoin. Les prix augmentaient, les dettes s'accumulaient, et la soif d'argent de l'Europe ne cessait de croître. Des empires naquirent et tombèrent, tous attirés par le même éclat trompeur. La montagne qui fit la puissance de l'Espagne fit aussi sa dépendance, et il y avait dans tout cela quelque chose d'inquiétant. Les mineurs indigènes, les mitayos, croyaient qu'au fond de la montagne vivait un esprit, El Tío, le seigneur du monde souterrain. Avant d'entrer dans les mines, il lui offrait des feuilles de coca, des cigarettes et de l'alcool pour obtenir sa protection. Il craignait que, s'il ne l'honorait pas, les tunnels s'effondreraient. Les prêtres espagnols tentèrent de faire disparaître ces croyances, mais sans succès. Les travailleurs avaient vu trop de morts. Ils savaient que la montagne avait une âme et qu'elle exigeait son tribut. Encore aujourd'hui, les habitants de Potosi rendent visite à El Tío. Ces statues, au visage rouge, cornu et souriante, reposent dans les galeries sombres, entourées de bougies et d'offrandes. 5 siècles plus tard, la montagne est plus petite, rongée par la cupidité des hommes. Mais elle tient encore debout,
Fantôme d'un empire, son cœur vidé par l'histoire. Quand on pense à l'Empire espagnol, on imagine souvent des rois et des explorateurs, des navires et des croix. Mais en vérité, ce sont des lieux comme Potosi qui l'ont bâti. L'argent de cette seule montagne fut le sang vital d'un empire et la colonne vertébrale d'une économie mondiale. Chaque pièce échangée à Madrid ou à Manille portait en elle une trace des Andes, et peut-être la mémoire de ceux qui l'avaient extraite. Étrange, n'est-ce pas? Une montagne d'Amérique du Sud finançant des guerres en Europe, influençant le commerce en Chine, changeant le monde à jamais. Voilà jusqu'où s'étendait son ombre. Mais les empires fondés sur le trésor ne durent jamais. L'argent peut acheter le pouvoir, mais pas la stabilité. Et tandis que l'Espagne remplissait ses coffres, son emprise sur ses colonies commençait à se relâcher. Les mêmes mines qui l'avaient enrichi alimenteraient, des siècles plus tard, les flammes de la Révolution. Et pourtant, Potosi demeure un symbole d'ambition, de souffrance, de la manière dont la cupidité peut à la fois bâtir et détruire. La montagne brillait et le monde la contemplait avec admiration. Mais pour ceux qui vivaient sous son ombre, la lumière de l'argent n'était rien d'autre qu'une autre forme de ténèbres. Os Habsburgos, poder, piedade e paranoia. Feche os olhos e imagine uma família que parecia possuir o mundo. Não apenas a Espanha, não apenas as Américas, nem apenas a Europa. Eles tinham coroas e terras que se estendiam desde as frias florestas da Áustria até as ensolaradas colinas da Espanha, dos Países Baixos até Nápoles. Essa era a dinastia dos Habsburgos, uma família cujo nome se tornou quase sinônimo de poder. Mas com o poder vieram a obsessão e a paranoia. Os Habsburgos não nasceram grandes. Construíram sua grandeza com astúcia, casamentos e uma certa obsessão por manter o sangue puro. Casaram-se com filhas de reis, herdeiros de duques e princesas de toda a Europa, costurando um império um casamento de cada vez. Nos séculos XV e XVI, seu alcance era impressionante. Um simples olhar na árvore genealógica dos Habsburgos parece um mapa da própria Europa. Carlos V, o mais famoso deles, herdou a Espanha, os Países Baixos, partes da Itália e o Sacro Império Romano Germânico. Governava centenas de milhões de pessoas, falava várias línguas e enfrentava inimigos em todas as frentes, franceses, otomanos, príncipes rebeldes na Alemanha. Tudo isso enquanto tentava manter o Império unido. E o curioso é, ele realmente acreditava que podia. A fé era central para os Habsburgos. Eram católicos devotos, e sua política era inseparável da religião. Para eles, governar era um dever sagrado. Cada conquista, cada batalha, cada decreto era justificado como parte de sua responsabilidade e devoção. A expansão espanhola nas Américas, a repressão à heresia, as guerras por toda a Europa, tudo era visto tanto como lealdade quanto como política. É quase poético pensar nisso. Um império construído com espadas e cruzes, ambição e fé. Mas junto com essa devoção vinha a paranoia. Carlos e seus descendentes viviam com medo constante de traições. Nobres que enriqueciam demais, generais que se tornavam populares demais, até primos distantes que se casavam com as pessoas erradas. Todos eram vistos como possíveis ameaças. A obsessão dos Habsburgos com a pureza de sangue só piorou isso. No século XVII, casavam-se entre si com tanta frequência que até a saúde genética da família começou a sofrer. O famoso queixo dos Habsburgos não era lenda, era a marca visível de séculos de planejamento cuidadoso e por vezes perigoso, e a paranoia molda decisões. Os Habsburgos não construíam apenas palácios, construíam muros ao seu redor. Cercavam-se de conselheiros, espiões, padres, qualquer um que pudesse garantir lealdade e evitar traições. Ainda assim, o império era tão vasto, tão espalhado, que nem toda essa vigilância conseguia conter as rebeliões. Províncias se revoltavam, nobres tramavam, inimigos conspiravam. Carlos, no auge de seu poder, dizia com frequência que temia mais pelo império do que o celebrava. Sob os reis Habsburgos, como Filipe II, a Espanha atingiu o auge de sua glória, o chamado Século de Ouro. Mesmo assim, enquanto a prata do Novo Mundo jorrava para a metrópole, a paranoia nunca diminuiu. Filipe mandou construir El Escorial, um imenso palácio-monastério nos arredores de Madrid, símbolo de fé, mas também uma fortaleza contra intrigas. Governava com disciplina rígida. Exigindo obediência absoluta,
punindo qualquer dissidência com dureza e enviando espiões para caçar conspirações. É fácil chamar isso de tirania, mas para os Habsburgos era dever. O poder não era para o prazer, era uma responsabilidade. E falhar significava ruína, pessoal e política. Cada decisão era medida em termos de sobrevivência e legado. Cada inimigo era uma ameaça, não apenas à Espanha, mas à própria visão do Império. Mas o paradoxo é claro: quanto mais tentavam proteger o Império, mais frágil ele se tornava. As guerras drenavam recursos, a paranoia isolava os governantes, e nem a devoção conseguia conter a corrupção e a ineficiência. A Espanha era rica, vasta e disciplinada, mas também rígida, sobrecarregada e exausta. A obsessão dos Habsburgos pela perfeição, tanto moral quanto genética, cobrou o preço da flexibilidade e da resiliência. Ainda assim, os Habsburgos fascinavam a Europa. Seus casamentos moldaram o continente, suas guerras redesenharam fronteiras, sua fé influenciou a cultura e sua presença impunha respeito. Por 5 séculos, foram o símbolo da grandeza e do perigo do poder concentrado. De certo modo, a história dos Habsburgos é a história do próprio Império Espanhol, brilhante, devoto, ambicioso e assombrado pelo medo. O poder traz grandeza, sim, mas também obsessão. A fé traz propósito, sim, mas também rigidez. E a combinação dos dois pode erguer impérios, mas também plantar as sementes da sua queda. No fim do século XVII, a Espanha ainda era poderosa, mas as rachaduras já estavam visíveis. A riqueza das Américas, as vitórias navais, os grandes exércitos, tudo impressionante, tudo passageiro. A busca incansável dos Habsburgos por controle sobre pessoas, terras, linhagens, não resistiu às marés da história. E essa é a lição do poder, da devoção e da paranoia. Às vezes, as mesmas qualidades que constroem um império são aquelas que garantem que ele não dure para sempre. A sombra da Inquisição, medo e fé. Feche os olhos por um momento e imagine caminhar por uma cidade espanhola tranquila no fim do século XVI. O sol é quente, os sinos da igreja tocam e as pessoas seguem suas rotinas diárias. Mas sob essa calma há um sussurro, um rumor. Alguém está observando, escutando. Uma palavra dita com liberdade demais, um olhar interpretado de forma errada, uma crença secreta. Qualquer uma dessas coisas poderia te lançar nas sombras da Inquisição. A Inquisição não era apenas um tribunal, era uma instituição que detinha o poder sobre a vida e a morte, uma mistura de lei, religião e medo. Começou na Espanha, mas sua sombra se estendeu até o Novo Mundo, alcançando as colônias, onde fé e lealdade eram rigidamente controladas. Para os governantes, era uma forma de preservar a unidade, de proteger a autoridade do império. Para o povo, era uma presença que podia surgir em qualquer lugar, a qualquer momento. Na prática, a Inquisição caçava hereges, mas seu alcance ia muito além disso. Convertidos do judaísmo e do islamismo, conhecidos como conversos e moriscos, eram vigiados sem trégua. Mesmo o menor indício de antigas práticas, uma festa proibida, uma prece sussurrada, um costume secreto, podia despertar suspeitas. Nas colônias, práticas indígenas eram tratadas como heresias se entrassem em conflito com a doutrina católica. As religiões nativas foram proibidas, seus templos destruídos, seus sacerdotes substituídos por clérigos espanhóis. A fé, aos olhos do Império, tinha que ser única. Os métodos eram aterrorizantes. Acusações podiam ser anônimas. Os acusados eram interrogados, às vezes torturados, sempre sob a ameaça constante de punição pública. Pessoas confessavam sob pressão, vizinhos denunciavam vizinhos, e o medo se tornava uma arma tão eficaz quanto qualquer espada. Não se tratava apenas de punir o pecado, tratava-se de criar obediência. A sombra da Inquisição se estendia por cada casa, cada rua, cada mercado. Mas havia outro lado nessa história. A Inquisição também trazia um certo senso de ordem. Para os governantes, reforçava a ideia de que lealdade e obediência eram inseparáveis. Para o Império, era uma ferramenta para manter o controle sobre territórios vastos e diversos. E para algumas pessoas comuns, oferecia clareza em um mundo caótico. As regras eram severas, sim, mas claras. Havia uma linha que todos sabiam que não podiam cruzar. Ainda assim,
O custo humano foi imenso. Famílias destruídas, reputações arruinadas, vidas encerradas. O medo infiltrou-se no cotidiano. As pessoas aprenderam a sussurrar com cuidado, a esconder suas dúvidas, a demonstrar fé em público enquanto guardavam segredos em silêncio. E nas colônias, esse medo era ainda mais intenso. Longe de casa, cercados por culturas desconhecidas, sob o olhar constante de padres e soldados. Um dos efeitos mais perversos foi psicológico. A Inquisição ensinou as pessoas a se vigiarem. Dúvida virou perigo, curiosidade, risco. Até a lealdade podia ser questionada, dependendo de quem a interpretasse. Criou-se uma cultura em que o silêncio era mais seguro do que a palavra, e a conformidade, mais segura do que a individualidade. E o império prosperava nessa obediência silenciosa. Mas também é importante reconhecer a complexidade. Muitos religiosos eram sinceramente devotos, acreditando que estavam guiando as pessoas pelo caminho certo. Alguns inquisidores tentavam moderar punições, proteger inocentes, e nas colônias, alguns povos indígenas incorporaram elementos do cristianismo às suas tradições, criando formas híbridas de fé que sobreviveram, mesmo sob o medo. A sombra da Inquisição perdurou por séculos. Na Espanha foi perdendo poder aos poucos, superada pela política e pelo pensamento iluminista. Nas Américas desapareceu gradualmente à medida que as sociedades coloniais evoluíram, mas seu impacto ficou. Ficou nas leis, nos costumes, na memória coletiva. O medo, que antes servira como instrumento de controle, deixou para trás uma cultura de cautela e desconfiança que moldou gerações. A história costuma lembrar da glória dos impérios, o ouro, as batalhas, a exploração. Mas a sombra da Inquisição nos recorda o outro lado, o preço da unidade imposta pelo medo. A fé pode inspirar, consolar e guiar, mas quando se mistura com poder absoluto, pode também oprimir, silenciar e aterrorizar. No fim das contas, a força do Império Espanhol não foi construída apenas com prata e navios. Foi construída sobre a crença em reis, em instituições e, às vezes, em uma fé imposta pelo medo. A Inquisição foi o fio escuro entrelaçado nesse tecido, um lembrete de que o poder de um império, muitas vezes, cobra um preço não em ouro, mas em vidas e corações. Os galeões e os piratas, comércio, saque e império. Imagine-se em um cais escaldante em Sevilha ou Veracruz, com um cheiro de sal e piche no ar. Diante de você, erguem-se navios enormes, com mastros que balançam ao vento. Mas estes não são navios comuns, são galeões, o sangue vital do Império Espanhol. Carregados de prata, ouro, especiarias e tesouros vindos das Américas, eles transportam a riqueza do Império através dos oceanos. Porém, para cada frota que parte, há sempre uma sombra no horizonte: os piratas. Os galeões espanhóis eram maravilhas da sua época. Largos, fortemente armados e construídos para longas viagens, eram verdadeiras fortalezas flutuantes. As frotas do Tesouro, conhecidas como flotas, navegavam em horários rigorosos, um sistema criado para proteger as imensas riquezas da Espanha. Cada navio levava centenas de homens, marinheiros, soldados, mercadores, todos com a missão de transportar o coração pulsante do Império. O oceano não era apenas água, era uma rede de veias por onde corria o sangue da Espanha. Mas como acontece com todo o tesouro, o perigo vinha junto. Piratas e corsários, especialmente da Inglaterra, da França e dos Países Baixos, rondavam os mares. Não eram meros ladrões, eram habilidosos, ousados e, muitas vezes, apoiados por nações rivais. Francis Drake, Henry Morgan e tantos outros tornaram-se lendas ao interceptar galeões espanhóis, roubar prata e desaparecer antes que a poderosa armada pudesse alcançá-los. As apostas eram altíssimas. Perder um único navio podia significar a perda de milhões de ducados, a ruína de mercadores e a vergonha da coroa. Mas o risco também trazia fortuna para os audaciosos. Cidades no Caribe e na Europa foram literalmente erguidas sobre tesouros roubados. E para os piratas, não se tratava apenas de riqueza. Era aventura, liberdade e a emoção de enganar um império. Os galeões eram construídos para resistir. Vários convéses, cascos reforçados, fileiras de canhões e tripulações armadas os tornavam formidáveis. As frotas viajavam juntas, lentamente, mas protegidas pela força do número. Ainda assim, a própria natureza era um inimigo constante.
Furacões podiam despedaçar navios contra recifes, tempestades dispersavam comboios, doenças dizimavam tripulações antes mesmo de um disparo ser feito. Os marinheiros diziam que sobreviver ao mar era mais difícil do que sobreviver à batalha. O comércio, porém, não se resumia a tesouros. Os navios transportavam açúcar, cacau, tabaco e produtos exóticos, conectando continentes muito antes de existir o conceito de globalização. Cada item, cada moeda, representava trabalho e vidas, desde as minas de prata de Potosí até as plantações do Caribe. O poder da Espanha era medido por esses navios, e o mundo inteiro se fascinava com suas histórias. A pirataria, por sua vez, obrigou a Espanha a se reinventar. Fortificações surgiram nas costas. Cidades portuárias ergueram muralhas, canhões e torres de vigia. As marinhas cresceram, mais numerosas, mais bem treinadas, mais organizadas. O Império investiu pesadamente na defesa, mas era um jogo sem fim de gato e rato. Os piratas se adaptavam tão rápido quanto a Espanha reagia. O oceano virou um palco de estratégia, coragem e astúcia, às vezes mais decisivo do que qualquer campo de batalha europeu. Curiosamente, nem todos os piratas eram fora da lei. Muitos eram corsários autorizados por reis rivais a atacar em nome de suas coroas, uma mistura de soldado e criminoso. Sob essas cartas de corso, saqueavam galeões espanhóis com aparência de legitimidade, enriquecendo-se enquanto enfraqueciam o império. Suas ações expuseram as fragilidades da Espanha e inspiraram outras nações a explorar o além-mar. De certo modo, os piratas ajudaram a mudar o equilíbrio do mundo. A vida a bordo de um galeão era dura. Convés apertado, comida escassa, doenças, tempestades. E mesmo assim, os marinheiros eram parte do coração do império. Navegavam guiados por estrelas, ventos e correntes. Cada viagem bem-sucedida reforçava o domínio espanhol. Cada naufrágio lembrava a todos que o poder no mar nunca era garantido. Com o tempo, as histórias de galeões e piratas tornaram-se lendas. Tesouros perdidos no fundo do mar, ataques ousados, enseadas escondidas e navios afundados alimentaram a imaginação por séculos. Os oceanos, vastos e imprevisíveis, moldaram o destino do Império Espanhol, tanto quanto reis ou exércitos. No fim, a história do comércio e do saque é a história de como a ambição encontra o perigo. Os galeões espanhóis transportavam riqueza, fé e poder pelos mares, mas eram sempre caçados, sempre vulneráveis. O império parecia dominar o mundo, mas os oceanos lembravam constantemente que nenhum poder é absoluto, e que todo tesouro, por maior que seja, vem sempre com um preço. Argent et ombre, la lutte du XVIIe siècle. Imaginez l'Espagne au début du XVIIe siècle, l'Empire s'étend toujours à travers océans et continents, rempli d'argent des mines de Potosí, d'or du Mexique et de produits exotiques des Philippines. Les navires traversent l'Atlantique et le Pacifique, transportant une richesse qui éblouit le monde. Mais derrière cet éclat, des ombres se rassemblent. L'Empire, qui semblait autrefois invincible, commence à ressentir le poids de l'étendue excessive, des dettes et des conflits incessants. L'argent qui avait bâti l'Empire espagnol devint aussi son fardeau. Les flots de métal précieux provoquaient l'inflation et déstabilisaient l'économie. Les prix montaient, le peuple peinait à joindre les deux bouts et les industries qui auraient pu rendre l'Espagne autosuffisante étaient négligées. La cour dépensait somptueusement pour palais, armée et flotte, souvent en empruntant sur de futurs trésors. À mi-siècle, l'Espagne avait fait faillite à plusieurs reprises. La richesse des colonies avait rendu l'Empire puissant et simultanément vulnérable. Pendant ce temps, l'Europe changeait. Les puissances rivales, l'Angleterre, la France et la République néerlandaise, se renforçaient. Elles avaient appris des forces et faiblesses de l'Espagne. La marine anglaise était désormais une force mondiale. Les Hollandais contrôlèrent le commerce et la finance, et la France étendait son influence politique, culturelle et coloniale. L'Espagne subissait une pression militaire constante sur plusieurs fronts, dans les Pays-Bas, en Italie et même en Méditerranée contre les Ottomans. Chaque guerre épuisait les ressources, détournant attention et argent des colonies. Les difficultés de l'Empire n'étaient pourtant pas seulement économiques ou militaires. Les tensions internes montaient aussi. La hiérarchie sociale rigide, bien qu'ancienne, provoquait du ressentiment. Les criollos des colonies se sentaient limités comparés aux péninsulares. Les populations autochtones et les esclaves africains
subissait des systèmes de travail rigoureux comme l'encomienda et la mita, tandis que taxation et corruption pesaient sur tous les colons. L'agitation sociale grondait et dans certaines régions éclatait en rébellion. La religion, toujours centrale dans l'identité espagnole, restait à la fois un lien unificateur et un outil de contrôle. L'Église continuait à faire respecter l'orthodoxie catholique, mais le zèle de l'Inquisition s'était estompé. Le mélange des cultures dans les colonies créait des traditions uniques, parfois résistantes à l'autorité centrale. La foi n'était plus seulement une arme de peur, elle devenait un espace d'adaptation, de créativité et de survie communautaire. L'Espagne faisait aussi face à des défis environnementaux et logistiques. Transporter des trésors à travers d'immenses océans restait dangereux. Tempêtes, piraterie et maladies emportaient vies et cargaisons. Les mines, autrefois débordantes d'argent, commençaient à s'épuiser dans certaines régions, rendant l'extraction plus difficile et coûteuse. L'Empire était devenu trop vaste pour être géré efficacement, et l'argent qui avait financé son ascension contribuait maintenant à sa fragilité et à son instabilité. Pourtant, au milieu de ces ombres, la culture et l'influence de l'Espagne perduraient. Le siècle d'or artistique, littéraire et architectural continuait de fleurir. Peintres comme Velázquez, écrivains comme Cervantes, architectes concevant de grandes cathédrales, laissaient un héritage qui surpassait crises économiques et défaites militaires. Même si la richesse fluctuait et que le pouvoir était mis à l'épreuve, l'empreinte culturelle de l'Empire restait indélébile. Le XVIIe siècle fut, à bien des égards, un exercice d'équilibre entre richesse et dette, gloire et déclin, contrôle et chaos. L'Empire espagnol restait immense, mais les fissures étaient visibles. Les rivaux montaient, l'économie était tendue, et les tensions sociales grondèrent sous la surface. Les ombres projetées par l'inflation, la cupidité et l'extension excessive étaient longues et persistantes. Ce qui est fascinant, c'est que cette lutte ne marqua pas la fin immédiate de l'Empire. L'Espagne resta une grande puissance mondiale pendant des décennies, ses flottes traversant toujours les océans, ses colonies toujours riches en ressources, son influence toujours impressionnante. Mais le XVIIe siècle révéla une vérité fondamentale. Les empires construits uniquement sur la conquête et le trésor sont fragiles. Sans innovation, cohésion interne et stabilité économique, même les plus puissantes couronnes risquent le déclin. L'histoire de l'argent et des ombres rappelle que la puissance de l'Empire espagnol n'a jamais été absolue. C'était une négociation constante entre opportunité et limite, richesse et responsabilité, fierté et réalité. Chaque pièce venue des Amériques portait à la fois la promesse de domination et les graines du conflit. À la fin du siècle, la grandeur de l'Espagne était indéniable, mais les défis l'étaient tout autant. L'Empire avait atteint une gloire inimaginable, mais les luttes du XVIIe siècle annoncèrent la longue route à venir, un monde où rivaux, dettes et ambitions humaines continueraient de mettre à l'épreuve même les plus grands empires. Les réformes Bourbon, un renouveau désespéré. Imaginez l'Espagne au début du XVIIIe siècle. L'Empire, autrefois sans rival, a survécu aux guerres, aux crises économiques et aux puissances rivales, mais les fissures apparaissent partout. L'argent continue de couler depuis les Amériques, mais l'inflation, la corruption et l'inefficacité ont vidé le contrôle de la couronne. L'Empire est étiré à l'extrême, son administration est lourde et ses colonies sont agitées. Il fallait un changement, et c'est là qu'interviennent les réformes des Bourbons. Lorsque Philippe V, de la dynastie Bourbon, monta sur le trône espagnol, il hérita de plus qu'un royaume, un empire en quête de renouveau. Inspirés par l'administration centralisée de la France sous Louis XIV, les Bourbons visaient à moderniser la gouvernance, l'économie et l'armée de l'Espagne. Leur objectif n'était pas seulement de survivre, mais de restaurer l'Espagne à la gloire de son siècle d'or, pour la rendre compétitive face à la France, l'Angleterre et la République néerlandaise. Les réformes touchaient tous les aspects de l'Empire. L'administration coloniale fut réorganisée pour réduire la corruption et accroître l'efficacité. Vice-royautés et conseils locaux furent restructurés et de nouvelles bureaucraties créées pour garantir l'application des décrets royaux. Les impôts, souvent chaotiques et inégaux, furent standardisés. La Cour tenta de freiner la contrebande, de contrôler le commerce et de veiller à ce que la richesse retourne en Espagne plutôt que d'être détournée par des fonctionnaires corrompus ou des commerçants privés. Les réformes militaires étaient tout aussi ambitieuses. La marine espagnole, longtemps affaiblie par la surextension et la mauvaise gestion, reçut de nouveaux navires, une meilleure formation
et une organisation plus stricte. Les garnisons furent renforcées, les forts reconstruits et les milices coloniales mieux coordonnées. L'idée était de défendre l'Empire contre les pirates, les rivaux étrangers et les troubles internes. La force commence toujours par la discipline. Sur le plan économique, les Bourbons encouragèrent la production en Espagne et dans les colonies. Agriculture, mines et industrie furent promues avec incitation et supervision. Les monopoles commerciaux furent ajustés pour plus d'efficacité et de nouveaux ports ouverts pour stimuler le commerce. Même l'éducation et les infrastructures étaient considérées comme des outils pour renforcer l'Empire. Routes, écoles et universités devaient accroître la loyauté et préparer les futurs administrateurs. Pourtant, malgré leur ambition, les réformes affrontèrent d'énormes défis. Les sociétés coloniales s'étaient habituées à une certaine autonomie, et les élites locales résistèrent aux nouvelles taxes, règles et contrôles. La contrebande restait répandue, car rentable et souvent nécessaire. Les communautés indigènes et les populations métisses trouvaient parfois ces changements oppressifs plutôt qu'utiles, et l'Espagne elle-même manquait de ressources pour appliquer pleinement de telles réformes sur des distances aussi vastes. Les réformes Bourbon révèlent un paradoxe des empires. Centralisation et modernisation peuvent renforcer l'autorité, mais elles peuvent aussi provoquer la résistance. La cour cherchait l'efficacité, mais en agissant ainsi, elle bouleversait des siècles de structures locales de pouvoir. Ce que les Bourbons espéraient comme un renouveau semblait parfois une intrusion, suscitant des tensions qui contribueraient plus tard au mouvement d'indépendance en Amérique. Sur le plan culturel, les réformes furent subtiles mais marquantes. Les idées des Lumières commencèrent à pénétrer les colonies, influençant le droit, la science et la gouvernance. Intellectuels et bureaucrates débattèrent des réformes, de la loyauté et du rôle de la monarchie. L'Espagne ne cherchait pas seulement à récupérer une gloire perdue, elle tentait également de se réinventer pour un monde en mutation. En fin de compte, les réformes Bourbon furent un mélange de succès et de limites. Elles améliorèrent-elles l'administration, renforcèrent-elles la marine et stimulèrent une certaine croissance économique. Mais elles ne purent inverser tous les dommages causés par des siècles de surextension, d'inflation et de conflits. L'Empire restait vaste et puissant sur le papier, mais les tensions sociales, économiques et politiques sous-jacentes persistaient. L'histoire des réformes Bourbon est celle d'un renouveau désespéré, une tentative audacieuse de restaurer l'ordre, l'efficacité et l'autorité d'un empire à la fois magnifique et fragile. Elle rappelle que même les plus grandes dynasties doivent s'adapter ou faire face au déclin, et que la gestion d'un empire dépend autant des hommes et de la culture que de la richesse et du pouvoir. L'ère des révolutions, les colonies prennent leur liberté. Imaginez les Amériques à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Les rues de la Havane, Lima et Mexico sont animées de conversations, les marchés bourdonnent, et les nouvelles circulent plus vite que jamais le long des routes commerciales. Mais sous ce rythme quotidien, une tempête se prépare. Les colonies, longtemps sous l'ombre de la couronne espagnole, commencent à rêver d'autre chose, la liberté. Pendant des siècles, l'Espagne avait gouverné son empire grâce à la richesse, la religion et la bureaucratie. L'argent de Potosi, les galions traversant l'Atlantique et le système rigide des castes maintenaient le contrôle. Pourtant, avec le temps, des fissures apparurent. Les réformes Bourbon centralisèrent l'autorité, mais frustrèrent aussi les élites locales. Les criollos, américains d'ascendance espagnole, se sentaient écartés alors que les peninsulares, espagnols nés dans la métropole, occupèrent les plus hauts postes. Éduqués, riches et ambitieux, ils étaient privés du véritable pouvoir. Le ressentiment grandit d'abord silencieusement, mais les idées de liberté, d'égalité et d'autodétermination commencèrent à se répandre. Les Lumières jouèrent un rôle surprenant dans cette transformation. Des philosophes comme Locke, Montesquieu et Rousseau n'étaient pas de simples penseurs abstraits. Leurs idées parvenaient aux villes coloniales à travers les livres, la correspondance et les élites instruites. Soudain, la gouvernance, les droits et la légitimité des rois étaient remis en question. Les colonisateurs commencèrent à voir leur place dans l'Empire différemment, non pas comme des sujets obéissants, mais comme des peuples capables de s'autogouverner. Le conflit en Europe accéléra le changement. L'implication de l'Espagne dans les guerres napoléoniennes affaiblit son contrôle sur les colonies. Lorsque Napoléon envahit l'Espagne et plaça son frère Joseph sur le trône, la légitimité de la couronne fut remise en cause. En Amérique, les dirigeants locaux saisirent l'occasion. Ils affirmèrent qu'avec le roi emprisonné, les colonies avaient le droit de se gouverner elles-mêmes.
Ce qui commença comme une lutte pour la représentation devint rapidement une révolution à grande échelle. Les révolutionnaires étaient diversifiés. Les criollos menaient les mouvements politiques, les soldats livraient des batailles, et les populations indigènes et d'ascendance africaine participaient, motivées par la promesse de liberté ou d'égalité. Dans certaines régions, les révoltes furent graduelles et stratégiques. Ailleurs, elles furent rapides et violentes. Des leaders comme Simon Bolivar, José de San Martín et Miguel Hidalgo devinrent les symboles d'une nouvelle ère, des visionnaires luttant non pour l'or, la gloire ou la religion, mais pour l'indépendance elle-même. Les guerres furent longues et complexes. Les forces espagnoles étaient expérimentées et déterminées, mais la distance, la connaissance locale et l'esprit de révolution jouèrent contre elles. Les batailles se déroulèrent dans les jungles, sur les montagnes et les plaines. Les villes changèrent de main, les alliances se modifiaient et le coût humain était énorme. Familles divisées, économie perturbée, société transformée. Pourtant, la détermination pour l'indépendance persistait. Dans les années 1820, une grande partie de l'Amérique espagnole était libre. Le Mexique déclara son indépendance en 1821. La Grande Colombie fut formée sous la vision de Bolivar, et d'autres nations suivirent. L'Espagne conserva seulement Cuba et Porto Rico pendant un temps, mais l'ère de son empire américain était définitivement terminée. Ce qui avait semblé éternel, l'argent, les galions, l'autorité de la couronne, avait disparu. L'ère des révolutions transforma le monde. Des colonies autrefois strictement contrôlées devinrent des nations avec leur propre gouvernement, lois et identité. Les hiérarchies sociales évoluèrent. Les peuples indigènes et les communautés d'ascendance africaine se battirent pour la reconnaissance et les droits avec des succès inégaux. Les économies s'adaptèrent à l'indépendance, les réseaux commerciaux se réorientèrent et de nouvelles nations émergèrent, portées par à la fois promesses et défis. Il est frappant de constater la rapidité du changement. Un empire qui avait mis des siècles à se construire, par la conquête, la religion et la richesse, fut démantelé en quelques décennies par les idées, les opportunités et la détermination des colonisateurs eux-mêmes. Le pouvoir, en fin de compte, est fragile lorsque la légitimité est remise en question et que le peuple est inspiré à agir. L'âge d'or et de gloire de l'Empire espagnol avait pris fin, mais son héritage perdura dans la culture, la langue, la religion, l'architecture et le droit. Pourtant, les révolutions donnèrent une leçon puissante. Même le plus grand des empires ne peut survivre éternellement sans le consentement des peuples qu'il prétend gouverner. Les échos de l'Empire, l'héritage dans le monde moderne. Fermez les yeux et imaginez-vous marchant aujourd'hui dans les rues de Mexico, Lima, Manille ou La Havane. Vous voyez l'architecture coloniale, les grandes places et les cathédrales qui se dressent depuis des siècles. Les gens parlent espagnol, célèbrent des fêtes ancrées à la fois dans les traditions européennes et indigènes, et perpétuent des coutumes façonnées par des siècles d'histoire. Ce sont là les échos d'un empire, l'empire espagnol, qui autrefois s'étendait sur des océans et des continents. L'empire a disparu, mais son héritage est partout. La langue, par exemple, en est l'un des signes les plus visibles. L'espagnol est parlé par des centaines de millions de personnes dans les Amériques et au-delà, formant un pont culturel entre des nations autrefois colonisées. Mais la langue n'est qu'une partie de l'histoire. Les systèmes juridiques, les institutions politiques et les structures sociales de nombreuses anciennes colonies portent encore la marque de la domination espagnole. Les villes furent planifiées, les lois codifiées et la gouvernance modelée sur des systèmes développés des siècles plus tôt, laissant une base que les nations modernes ont adaptée plutôt que remplacée. La religion, elle aussi, a laissé une empreinte indélébile. Le catholicisme s'est répandu à travers les Amériques et les Philippines, façonnant les fêtes, les valeurs morales et la vie communautaire. Les églises devinrent des centres non seulement de culte, mais aussi d'éducation et d'organisation sociale. Aujourd'hui encore, les traditions religieuses, les jours fériés et les pratiques reflètent la fusion entre influences européennes et locales qui a commencé pendant l'expansion de l'Empire. Les expressions culturelles, l'art, la musique, la littérature, portent également les traces de l'influence espagnole. La peinture coloniale, l'architecture baroque et la littérature du siècle d'or continuent d'inspirer. Les traditions populaires et artisanales mélangent souvent des éléments indigènes, africains et espagnols, créant des formes culturelles uniques qui ont survécu au siècle. De la cuisine à la musique, ces traditions hybrides montrent que la portée de l'Empire n'était pas seulement politique ou économique,
mais profondément culturelle. Sur le plan économique, l'héritage est plus complexe. Le flot d'argent et d'or a jadis enrichi l'Espagne, mais a aussi façonné les échanges commerciaux et les systèmes de travail dans les colonies. Même après l'indépendance, ces structures ont influencé les hiérarchies sociales, la répartition des terres et le développement urbain. Les empires disparaissent, mais leurs empreintes économiques persistent souvent, influençant la croissance et les relations des sociétés pendant des générations. L'Empire espagnol a aussi laissé des leçons sur le pouvoir et l'ambition humaine. Son essor montre comment la richesse, l'exploration et une gouvernance stratégique peuvent créer une influence mondiale extraordinaire. Sa chute illustre la fragilité des empires fondés sur la conquête, l'extraction et la hiérarchie rigide. Les révolutions, les mouvements d'indépendance et les réformes prouvent que ceux qui vivent sous le pouvoir finissent toujours par façonner le monde à leur manière, échappant au contrôle des dirigeants. Fait intéressant, l'héritage de l'Empire est à la fois tangible et intangible. Les villes, les églises et les routes restent visibles, mais les effets plus subtils, les idées, la langue, la fusion culturelle, les normes sociales, continuent d'influencer la vie quotidienne de manière presque invisible. D'une certaine façon, l'Empire vit encore dans les identités, les coutumes et l'histoire partagée de millions de personnes. Même les connexions mondiales trouvent leurs racines dans l'âge des explorations espagnoles. Les routes commerciales, les mouvements migratoires et les échanges culturels établis à l'apogée de l'Empire ont créé des réseaux qui existent encore aujourd'hui. Des galions de Manille reliant l'Asie et les Amériques à la diffusion des cultures, des plantes et du bétail européen, le monde est devenu interconnecté d'une manière qui résonne encore dans le commerce, la culture et la communication moderne. Mais se souvenir de cet héritage, c'est aussi reconnaître son coût. Les civilisations indigènes furent bouleversées, les systèmes de travail exploités et les richesses extraites au prix d'immenses souffrances humaines. L'histoire de l'Empire n'est pas seulement celle de la gloire, mais aussi du conflit, de l'inégalité et de la résistance. Comprendre cette complexité permet d'expliquer à la fois les réussites et les difficultés que connaissent encore aujourd'hui les anciennes colonies. L'Empire espagnol a disparu depuis longtemps, mais ses échos façonnent le monde moderne. La langue, la foi, la culture, le droit et les échanges commerciaux portent tous les traces d'une époque où une couronne s'étendait sur les océans. L'influence de l'Empire nous rappelle que l'histoire n'appartient jamais totalement au passé. Elle continue à vivre dans nos vies, dans les villes que nous habitons et dans les sociétés que nous construisons. Au fond, l'Empire espagnol nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas seulement en richesse ou en conquête, mais aussi en influence culturelle et humaine durable. L'or, la gloire et la foi ont bâti un monde qui, des siècles plus tard, porte encore ses histoires, ses leçons et son héritage. Un rappel que les empires peuvent tomber, mais que leurs échos, eux, perdurent. L'histoire de l'Empire espagnol nous montre comment l'ambition, la foi et le courage peuvent façonner le monde, mais aussi comment le pouvoir n'est jamais éternel. Des galions d'argent aux rues des villes coloniales, son influence résonne encore aujourd'hui. Chaque victoire, chaque échec a laissé des leçons de résilience, de culture et d'ingéniosité humaine. L'histoire n'est pas seulement dans les livres, elle vit autour de nous, dans les langues que nous parlons et les traditions que nous suivons. Alors, laquelle des facettes de l'Empire espagnol vous fascine le plus? Les voyages audacieux, les révolutions ou l'héritage culturel qui nous entoure encore? Partagez vos pensées et explorons ensemble ces histoires.